Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lucas Vandenande, aventurier passionné et amoureux des grands espaces. Au fil des années, Lucas a multiplié les expéditions, 3 voyages en Himalaya, une aventure en Arctique, un tour du monde, jusqu'à vivre l'expérience de cow-boy dans un ranch aux États-Unis, où il s'est même essayé au rodéo. Avec lui, on a échangé sur sa vision de l'alpinisme, de l'aventure, mais aussi sur tout ce que le voyage peut nous apprendre, l'humilité, l'ouverture d'esprit et la capacité à voir le monde autrement. Petite précision avant de commencer, lors de l'enregistrement, nous avons rencontré un problème technique qui a entraîné une dégradation du son sur quelques passages de l'épisode. On a fait notre maximum pour limiter son impact, et heureusement ça dure que quelques instants. Nous vous remercions d'être de plus en plus à nous écouter, car c'est grâce à vous que nous arrivons à recevoir des invités incroyables comme Lucas. Pour nous permettre de continuer à vous surprendre, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça nous permet d'être mieux référencés et surtout de récompenser notre travail. On se retrouve tout de suite avec l'interview de Lucas. Bonne écoute. Hors trace, sortir du cadre, simplement. Et on est parti. Lucas, bienvenue. Salut. Bienvenue. Pour la petite anecdote avant qu'on commence, moi je t'ai connu grâce à mon beau-père. Tu as fait une Ouais. conférence chez Decathlon à l'époque sur justement ce que tu avais fait en Himalaya, mais on en parlera un petit peu après. Et je t'avais envoyé un message à l'époque sur Insta pour qu'on aille faire une séance d'escalade à deux. Exactement. Tu as été une rencontre qui m'a marqué sur plein de trucs, mais on pourra en parler un peu après. Ok. Donc ce que je te propose pour commencer l'épisode, c'est que tu te présentes dans un premier temps. Ok, très bien. Lucas Vandenande, Ouais. 24 ans, bientôt 25. Passionné de beaucoup de choses. Réalisateur de rêves. Sympa. J'essaie de. C'est Voilà. bien dit ça. Ouais, c'est ça. J'essaie de réaliser un peu tous les rêves de gosse que j'ai pu avoir en tête. Au niveau de Trop stylé. l'emploi, ça dépend. Il y a eu un long parcours. Il n'y a pas eu d'études, mais par contre, dans l'emploi, il y a eu pas mal de choses. Là, à l'heure actuelle, je me considérais plutôt comme coach sportif et, allez, disons-le, aventurier, alpiniste. Euh, Aventurier slash alpiniste, parce que pour l'instant, mon aventure, c'est plutôt en montagne. Mhm. Mais franchement, je suis ouvert à pas mal de sujets. On en avait justement parlé Carrément, ouais. à notre première rencontre. Mais du coup, voilà un peu. Trop stylé. Voilà. Et du Trop coup, bien. je viens du Nord. Je Ouais. viens du Nord. À la base, moi, j'ai grandi à Vambrechy. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu quand même la chance de beaucoup voyager pendant ma jeunesse. Ça, c'est vrai que ça m'a ouvert de belles opportunités, que ce soit au niveau des langues, que ce soit aussi de la vision que j'ai du monde et tout ça. Toujours aimé les défis sportifs. Plus ou moins toujours été sportif aussi. T'as quel âge Ouais. du coup? Du coup, 24 ans. 24 ans. 24 ans. Et voilà. Et du coup, dans ce domaine un peu de l'aventure, sport, depuis combien de temps? Parce que j'avoue que moi, ça m'a un peu frustré quand je suis venu te voir à l'escalade, c'est que je vais à la salle 5 fois par semaine, je me sens maigre. Oh non, là, franchement, je suis avec deux costauds. Même moi, je me sens un peu maigre. Ouais, Non, c'est un non. peu. Enfin, je me sens surtout gras, quoi. Oui, non, mais ça, on verra, ça se voit pas à la caméra. Ouais, depuis combien de temps dans ce délire du sport un peu? Délire du sport, je pense presque toujours. Ok. Je suis passé par différents sports. J'ai fait, franchement, genre j'étais le gosse quand même qui est passé par beaucoup de sports. Je faisais toujours 1 ou 2 ans de machin, Ok. du taekwondo, du foot, du machin. Je passais par plein de trucs. Par contre, le vrai sport de cœur quand j'étais jeune, c'était le motocross. Ok. Transmis clairement par le père, hein. Trop bien. Franchement. Je crois qu'il m'a foutu sur un quad à 3 ans. À 4 ans, j'ai commencé la pocket, machin. Du coup, ouais, non, j'ai commencé, je pense, vers 4 ans le motocross. Enfin, le motocross, bon, au début, tranquille, quoi, hein. Et j'ai fait ça pendant 14 ans, on va dire, à fond, quand même. Ouais, quand même. Ah Ouais, ouais. jusqu'à mes 18 ans, je roulais tous les week-ends. De temps en temps, quelques courses par-ci, par-là et tout. Et ouais, ça, c'était pas mal. Et en plus, c'est vraiment un sport, moi, que j'affectionne particulièrement parce qu'il demande énormément de sacrifices. Ok. Bon, déjà, c'est un sport qui est dangereux Mhm. et qui te met beaucoup d'adrénaline, tout, mais en dehors de ça, c'est aussi beaucoup de préparation physique, c'est aussi des investissements, c'est aussi derrière toute la mécanique en amont, Mmh. ensuite après, les nettoyages, les entretiens et tout. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ce sport. La montagne, beaucoup plus tard. Mes premières expériences en montagne, ça a été vers 15 ans. D'accord. Vers 15 ans, des petits treks que je me faisais en solo, un peu sans trop rien dire aux parents, dans les Alpes et tout ça. Après, j'avais fait de l'escalade aussi avant. Ouais. J'avais fait de l'escalade. Mais du coup, voilà quoi. En T'as fait, testé un peu de tout, quoi. j'ai testé beaucoup de choses, mais par contre, toujours été très sportif. Et Ça, c'est tes parents qui t'ont poussé parce que, mais de rien, tu vois, il y a cette importance-là. Et moi, j'y pense aussi. Je Ouais. me dis plus tard, quand j'aurai des enfants, hyper important dès le ouais, début, tu vois, de leur faire tester plein de sports. à mort. Il y a de plus en plus de dispositifs maintenant qui te permettent de, en mairie ou quoi que ce soit, en fonction des communes,
faire un peu le tour de tous les sports pour trouver Ouais. un peu ton truc, tu vois. Et ça, c'est tes parents qui t'ont poussé, toi, ou pas? Ouais, je pense quand même, ouais. Ouais, La même motocross, si, ton papa, il était passionné, ouais, quoi. on va dire la moto, ça a toujours été un truc, mais j'ai pas été obligé, quoi. Il a toujours été ouvert à tout. Et puis, je pense quand même que de manière générale, je suis quand même dans une famille, en tout cas du côté de mon père, même lui aussi, il avait touché à beaucoup de sports et tout. Et il y avait cette idée, en gros, de bah, le sport, c'est bien. En Ouais. fait, c'est aussi une sorte d'école de la vie, que ce soit mentale ou sur plein d'autres sujets, sur l'abnégation et tout, l'humilité que tu prends quand tu te fais défoncer à ta première course de motocross, tu vois, Mhm. des trucs comme ça. Mais, euh, mais ouais, franchement, il y a jamais eu de forcing sur un Ok. sport en Trop bien. particulier. Ma mère était quand même sportive aussi avant. Ma sœur est quand même bien sportive. Elle est prof de yoga et Ok. elle a fait aussi des marathons et tout. Enfin, non, elle est quand T'as même sportive. l'environnement sportif Ouais, quand c'est même. ça quand même. Parce que mine de rien, ça se joue pas mal, ça, en vrai. On Ouais. parle souvent de, tu vois, quand on lance des boîtes, on parle souvent de l'environnement entrepreneurial que tu as autour de toi. Ouais. Forcément, si t'as pas de parents qui seront issus de l'entrepreneuriat, Mm. tu vas plus difficilement lancer Ouais. une boîte. Mais en vrai, c'est pareil pour le sport, quoi. Si tu as autour de toi, tu vois des gens faire du sport et tu vois l'impact positif que ça a sur les gens, forcément aussi, toi, ça va te pousser à faire du sport, quoi. Et même d'un point de vue génétique, moi je le remarque beaucoup, tous mes potes qui faisaient du foot quand ils étaient au collège, Ouais. tu les vois maintenant, ils sont hyper secs et ils prennent Ouais. pas un poil de gras, tu vois. Ouais, Et tous ceux qui étaient comme moi, qui passaient leur temps sur Call of, laisse tomber, ouais, maintenant il ouais, faut se battre c'est pour... différent aussi. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Et du coup, tes parents, ils font ou ils faisaient quoi dans la vie Ma mère, elle a bossé dans l'automobile pendant de nombreuses années. Ouais, Mon père est toujours dedans. Ma mère, elle a un changement de carrière. Là maintenant, elle a un gîte dans le sud, en Provence, justement. trop On bien. va peut-être en parler, mais Mhm. j'y vais bientôt. Et mon père, lui, pour le coup, entrepreneur. Il y a eu des boîtes dans l'automobile. Il y a toujours des boîtes dans l'automobile. Il a fait de l'immobilier aussi un peu partout dans le monde et tout. Et mon père, ouais, là-dessus, moi, ça a toujours été ouais, Un exemple. Un modèle. un exemple, un modèle et même un peu fascinant. Même Ouais, si c'est possible, des sujets qu'on a déjà parlé avec ma sœur, peut même mettre un peu la pression parce qu'on se dit waouh, bah bien sûr. En vrai, il a carrément. vraiment réussi et en plus en partant quand même plus ou moins de rien, pas fait de grandes études ni quoi que ce soit et il s'est fait vraiment tout seul. Bah, justement, au début, lui, il était mécanicien et il est parti après en fait en créant sa boîte dans l'automobile. Ça a été quand même un bon succès, il faut le dire. Et après, il a diversifié un petit peu. Mais ouais, il a toujours été impressionnant et il a même été capable de bosser justement à l'étranger et tout, sans forcément parler les langues Hmm. locales et tout. Enfin, Mhm. Donc comme franchement, quoi, comme quoi la prise de risque quand même, c'est quand même quelque chose qui est présent dans ta famille, que ce soit ouais, sur ouais, ouais, l'entrepreneuriat, le ouais, ouais, sport ou quoi que ce soit. carrément, Au final, c'est pas anodin que tu en sois là toi aujourd'hui sur ta sûr, partie sportive, c'est sûr, forcément lié à ton enfance ouais, aussi. sûr. Trop Même stylé. ouais, le sport, la prise de risque sur l'adrénaline, les choses et tout. Mon père, il a vécu dans le motocross, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et je peux peut-être même plus d'ailleurs avec l'entrepreneuriat. Je pense que ça serait une bonne question à lui poser, franchement. Trop bien. Et Mais t'as ouais. des souvenirs en enfant du quotidien de ton père entrepreneur, ça c'est intéressant, tu vois, de voir un peu. Est-ce que tu te souviens de ton père comme un mec que tu voyais presque jamais à la maison parce qu'il était toujours au boulot ou un truc, c'est N- intéressant de voir ça. Non, non, franchement, j'ai eu de la chance là-dessus. Alors, il était quand même souvent en déplacement et tout ça, et souvent aux États-Unis, Ok, et il bossait énormément, même il bossait beaucoup au bureau et tout machin. Mais là où je peux pas me plaindre, c'est que justement, tous les samedis, c'était motocross, ouais, et trop là, bien. c'était en gros le moment privilégié père-fils. Et ça, c'était génial, quoi. L'avantage Moi, d'avoir une j'allais passion au commune. motocross. En plus, mon père, il kiffe aussi. Donc, Ouais, c'était en même temps le père et le mécanicien. Donc, il me coachait en même temps. Franchement, ça, c'était génial. trop Et bien. même aussi, il nous emmenait quand même pas mal de fois aussi en voyage. Et ça, c'est pareil, quand on voyageait avec, même s'il bossait, ben, parfois, il nous emmenait avec. Hmm. Ouais, Et c'était en tout cas, t'as génial, pas quoi. ressenti, il arrivait à gérer. Ouais, non, franchement. Peut-être à un moment donné, quand t'étais en vacances, il bossait sur un coin de table, tu vois, et Franchement, j'ai jamais senti ça comme un truc vraiment en mode un manque, tu sais, ouais, parce qu'il était trop focus sur le boulot et je trouve qu'il a été très fort là-dessus. C'est aussi ouais, l'équilibre qu'il a trouvé entre la famille, le boulot et puis même aussi derrière lui, tu vois. c'est ce qui le rend encore plus fascinant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, c'est ça qui est très fort, ouais. Trop bien. Trop bien. Bah, en fait, tu vois, quand on regarde un peu, pour cadrer rapidement comment l'épisode va se dérouler, si on fait une chronologie un petit peu de toi, ce que tu as pu faire, en tout cas depuis que tu es sorti des études, déjà, tu n'as pas fait d'études Ouais, particulières, hein, tu m'as dit. pas fait d'études, ouais. Tu Euh, regrettes? Non, non, du tout. tu as kiffé Pour l'instant, je dès le regrette début. pas. Ouais. Non, ouais, franchement, j'ai C'est kiffé. ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ouais. Donc, tu as fait différentes expéditions, que ce Ouais. soit Himalaya, tu as fait un tour du monde, tu es reparti en Himalaya ensuite, en Antarctique. J'ai fait 3 fois Himalaya et Arctique. Et une expédition aussi dans les Rocheuses américaines. Trop bien, ok. Ouais. On va commencer du coup sur ta première expédition en Himalaya, Ouais. parce que t'as pas eu forcément
de gros passés sportifs, en tout cas avant ça, hormis le fait que tu étais Ouais. sportif déjà de base. Moi, Nous, on vient du Nord, il n'y a pas de montagne. Ouais. D'où vient du coup tout cet engouement? Parce qu'on a vu que ça a été quand même pas mal relayé, que ce soit justement la télé, les différents réseaux. Un nordiste qui part justement sur le camp de base de l'Everest et qui fait un sommet de plus de 5000 mètres ou 6000 mètres. 6000, même, ouais. c'est ça, c'est pas commun. Ça vient d'où du coup cette idée? Comment c'est arrivé? bah, en gros, c'est compliqué. Ça, c'est une réponse, je pourrais t'en donner 40, je pense. Mais bon, il y a un truc un peu. Allez, je vais redire cette phrase que j'aime bien. C'est un peu comme tomber amoureux. Je crois que ça s'explique pas vraiment. Ok. Et en fait, j'ai eu une sorte de fascination quand j'étais petit en jouant à Far Cry. Ça se passe au Népal. Bref, je sais pas, je devais avoir 11-12 ans et une sorte de fascination. Putain, incroyable, les montagnes, les machins et tout. Il faut absolument que j'y aille. Faut que voilà. Après, derrière, pourquoi cette fascination? Je pense que, comme on a dit, par rapport à ma jeunesse, par rapport aussi à l'adrénaline que j'avais eu dans différents sports, parce que bon, il y a le motocross, mais il y a eu aussi le BMX. Enfin, je suis passé par pas mal de choses. Et, et ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, avec ce qu'on voit aussi, moi à l'époque c'était sur YouTube, il n'y avait pas encore Netflix et tout, mais ce qu'on voyait sur YouTube, ce qu'on voyait aussi dans les journaux, dans le sport extrême, l'alpinisme, il y a un truc qui est galvanisant un peu, qui est un peu fascinant. Et c'est ça qui m'a appelé aussi, c'était la prise de risque, c'était aussi d'être dans des conditions qui sont extrêmes. J'ai toujours aussi été attiré par le dépassement de soi. Et voilà quoi, donc... Parce que mine de rien, on parle du côté sportif qui est d'aller justement jusqu'au camp de base et de faire une ascension, et ça on en parlera après, mais mine de rien, à cette époque, tu as 21 ans, c'est ça? Ouais, exactement. Se retrouver tout seul à Katmandou, Ouais. qui est quand même une ville, et voilà, c'est une des villes les plus pauvres du monde aussi, c'est hyper compliqué à gérer. Ensuite, tu pars sur un trek de 15 jours, etc., et tu pars pas accompagné. C'est encore plus fort de te dire que tu pars tout seul, quoi. C'est ça, parce que du coup, on te définit comme un sportif, mais il y a quand même une grosse partie d'aventure derrière. T'as pas froid au jeu de partir tout seul. C'était volontaire de partir tout seul déjà de base, soit de ton côté? Ouais. En gros, à ce moment-là, je cherchais même pas de gens pour m'accompagner. Parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça paraissait complètement insensé. Déjà de une, donc limite, j'osais pas en parler, quoi. Okay. Et en fait, j'ai toujours aimé partir, et on va dire d'une certaine manière, la solitude. Ok. J'ai eu aussi la chance de pouvoir voyager seul assez jeune. Souvenir quand même, genre de moi qui partais au Portugal tout seul, plus ou moins avec mon ex-copine, mais à 14-15 ans, j'allais au Portugal, en Espagne, à Londres, enfin bref, j'ai eu la chance de voyager seul et loin assez jeune. Et puis après, même pour revenir aussi plus loin, j'ai presque envie en fait. Ça va être mon cas peut-être un peu plus Non, mais compliqué, très bien, il n'y a pas de souci. Mais en gros, pour parler un petit peu de ma vie, avant toute chose, là, du coup, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune et tout ça. Et ça m'a toujours mis un truc, on va dire, en tête de il faut que tu partes, il faut que tu partes. Dès que j'étais aussi à l'étranger, j'aimais ces moments de solitude. J'ai souvenir où je pense vraiment je devais avoir 13-14 ans, j'étais tout seul dans les rues de New York à écouter de la musique. Et c'était les plus grands moments de vie pour moi. Genre vraiment. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est prendre le bus. Tu vois, la première fois que tu prends le bus quand tu es au collège, le sentiment de liberté que tu as. Clairement. Et ben moi, en gros, là, c'était ça, mais j'ai fois 100. Et j'étais accro à partir du moment où je l'ai vécu, j'étais accro à ça, à voyager seul et tout. Et après, directement, moi, du coup, j'ai fait un bac L. J'ai plutôt bien réussi, franchement, j'ai eu la chance, je crois un peu comme toi, d'avoir plutôt des bonnes notes, mais sans trop travailler. Sans trop travailler. Et j'avais bien réussi mon bac et tout. Et en gros, moi, une semaine après mes 18 ans, un truc comme ça, je suis parti 1 an en Nouvelle-Zélande. Ouais, moi, c'est plus ou moins similaire du coup avec ce que je faisais. Et ça m'a fait un bien fou, et c'était incroyable. J'ai fait que des petits tafs, machin. Enfin, tu vois, j'ai fait un petit peu de marketing, mais le reste du temps, c'était de la plonge ou serveur ou quoi dans les restos. Et c'était incroyable. Après, du coup, il y a eu le Covid. Là, je suis rentré, et moi, j'ai toujours été aussi passionné d'aéronautique et tout. Vous voyez, je suis passionné par plein de trucs. Trop bien. Vraiment, c'est compliqué. Mais j'étais passionné d'aéronautique, et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller dans l'armée de l'air. Et si c'est pour aller dans l'armée de l'air, moi, j'avais déjà piloté parce que j'avais mon brevet d'initiation aéronautique et tout. Et je me suis dit, allez, de toute façon, c'était un rêve de gosse. On m'a toujours dit que c'était impossible. Mais je l'ai entendu trop de fois, je pense, dans ma vie, c'est impossible, c'est impossible. Je me suis dit, on va tenter. Et du coup, j'ai fait la sélection de l'armée de l'air qui s'appelle EOPN. Donc là, c'est en gros la sélection pour devenir élève officier personnel navigant, en gros pilote de chasse. D'accord. Et du coup, ça a duré un petit moment.
Malgré de très très bons résultats, et j'ai fini en gros dans les 5 sur 1000, un truc comme ça. Bon, au final, il n'y a personne qui a été pris, tellement la sélection Ah ouais. elle est rude. Et là, à ce moment-là, du coup, je suis resté, on va dire, dans le corps armé, et je suis allé en gros tenter fusilier commando. Donc D'accord. là, j'ai fait les sélections, et après, le Graal, c'était commando parachutiste. Donc là, après, j'ai essayé commando parachutiste de l'air. Euh, bon, bah là, pareil, des très bons résultats et tout ça, mais malheureusement, ça l'a pas fait, pour des raisons qui sont encore confidentielles. Et après, derrière ça, un peu la dégringolade, mais j'avais toujours le truc, putain, le voyage, l'adrénaline et tout, ça fait du bien, et il faut que je m'en serve comme un moteur quand même, parce que Hmm. bah, c'est tout, tu vois, ton rêve ultime de métier et tout, bon, bah, visiblement, tu peux même pas retenter en fait avec l'armée de l'air, donc voilà. Parce que ça, c'était vraiment ton métier de rêve. Ouais, Genre c'était vraiment le quand t'étais métier de rêve. enfant, enfin peut-être qu'à un moment donné, peut-être voulu être pilote de motocross pro ou Ouais, autre, mais non, même pas réellement. Là, le vrai gros rêve, ça quand même, je pense. Après, forcément, tu vois, quand t'es petit. Bien sûr, ouais. Mais on va dire, depuis ouais, que j'avais 13-14 ans, c'était ça. Et du coup, ouais, bref, bah voilà, forcément, ça a été des moments un peu difficiles. Mais je me suis dit, bon, écoute, il te reste des moteurs, t'es hyper sportif. Derrière, bah, en termes de sport, j'ai progressé aussi à fond. Mm. Parce que forcément, en préparation militaire, moi, c'est hmm. vraiment à partir de ce moment-là, tu vois, j'avais 18-19 ans, c'est à partir de là que je me suis foutu une déterre, et entraînement tous les jours. Ouais. Tu vas courir à 6 h le matin, après tu tapes 1 h 30 de muscu, c'était ça tous les jours hein, pendant Parce ma que je fais préparation. quand même une parenthèse. Moi, ce qui m'a choqué quand j'ai vu Lucas, quand il s'est préparé avant de partir, c'est que le mec se tapait des séries de 5 heures d'escalier à Basic Fit sans s'arrêter. Et genre, ça, faut C'est- être en un fait, malade mental pour ceux faire ça. qui savent pas, où tu fais 10 minutes d'escalier, Ouais, t'es mort. ça te paraît 1 heure. Ça, c'est un Ouais, truc le de ouf. record, c'était 6 h 30. Mais ça, Et en mais dénivelé, je sais plus, mais je crois que c'était autour de 5000, un truc là, comme Ouais, ça. là, ça il faut avoir un pet au casque. là, c'est Ouais. vraiment vouloir se faire mal, quoi. Mais en vrai, c'est intéressant parce que le rapport à la douleur, on voit que tu as un rapport à la douleur et c'est comme Simon, il l'a, et comme moi, je l'ai un peu moins, mais j'essaye de l'avoir parce que je sais que ça a une importance. Toi, on sent que tu as vraiment un rapport à l'inconfort qui est important, quoi, et tu as envie de te pousser dans tes retranchements. Je suppose que l'armée, ça a été une bonne école pour ça aussi. Ça a Du été coup. ouais, à mort une bonne école. Et puis même aussi derrière, la préparation à tout ça, bah en fait, elle te forge un truc, tu vois. Parce que tu sais que même là, tu vois, j'ai pas fait d'OPEX ni rien. Mais quand tu te forges dans l'idée que peut-être un jour tu vas avoir ça, et ben voilà. Mais du coup, bah forcément, après, j'étais bien préparé physiquement. J'avais encore toutes, on va dire, les qualités que j'ai pu, je pense que j'avais déjà, mais que j'ai pu améliorer, que ce soit sur le plan sportif, mental et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que, en gros, j'ai commencé du coup à travailler pour Decat, à Domios, en gros, enfin Decathlon Mhm. Fitness Lab, le siège du fitness. Et là, j'ai commencé à bosser là-bas. Ça a duré 3 ans et c'était génial. C'était une trop belle aventure. Parce que moi qui partais souvent à partir de là, en voyage, en aventure, en expédition même, ouais, c'était top. C'était Puis c'est top. une Avec super boîte, quoi, ouais, Decathlon en c'est une plus. super boîte. Et puis en plus de ça, nous on avait une salle de sport. Donc franchement, Mhm. c'était un taf. En gros, chez Decat, t'es bien aussi en termes de liberté, de Mm. vacances et tout ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas l'armée. Et c'est pour ça que l'armée, ça m'a appris beaucoup de choses. Mais derrière, enfin, je pense que c'est quand même aussi une bonne chose. Tu vois, tout ça, ça arrive pour quelque chose. Mhm. Et non, franchement, ça m'a ouvert des très belles portes, des belles opportunités. Et c'était des belles années. Ouais, ça a duré 3 ans où du coup, je partais en aventure. Et voilà, je revenais, je bossais, j'allais m'entraîner en gros, et puis je repartais, c'était trop bien. Du Aussi. coup, grosse prépa, t'arrives à Katmandou, tu Ouais. prends l'avion dingue là qui arrive sur une toute petite Ouais, piste. pour l'aéroport de Lukla. Exactement. Ça fait quoi d'arriver au pied des plus grosses montagnes du monde là? T'es tout seul. Je suppose que tu retrouves un Sherpa pour aller faire le camp de base. Ouais, en gros, bah déjà, en fait, j'arrive à Katmandou, je suis perdu. Je suis perdu, j'avais beaucoup voyagé tout seul et tout, machin, mais je suis perdu. Parce que Katmandou, tu peux préciser peut-être pour les auditeurs géographiquement où ça se situe, genre. du coup, t'es vraiment la capitale du Népal, t'es au centre du Népal. Ok. Donc la Et, chaîne de l'Himalaya, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'es à 1500 mètres d'altitude. Donc en vrai, tu te rends pas trop compte pour l'instant. Mais voilà, en gros, t'arrives, grosse claque, parce que le Népal, c'est culturellement un pays qui est ultra de chez ultra riche, mais qui est par contre à l'opposé de notre rythme de vie et de plein de choses. Que ce Ok. soit vraiment quasiment tout est à l'opposé. Mais par contre, il y a. Enfin, moi, je trouve que derrière, quand tu apprends à connaître Katmandou, c'est la paix dans le chaos. Les gens, c'est ce qui crée la paix, parce que sinon, le pays, le Népal, c'est un pays qui est très dur, que ce soit au niveau des maladies, du rythme de vie, du travail,
tremblements de Bien terre, sûr, ils sont aussi dans des conditions extrêmes. Donc forcément c'est très très dur, mais par contre les Népalais créent la paix en fait dans le pays, c'est assez dingue. Mais par contre moi à ce moment-là, je réalise pas encore que leur part on va dire de peace and love qu'ils ont. Et en fait je suis comme un zombie, je dors pas je crois pendant 2 nuits. Mhm. Je erre dans les rues de Katmandou en me disant ouah, c'est quoi ce pays de dingue. C'est un Mais pays par qui est contre, safe quand même. Enfin, C'est assez safe. Ok. Ouais, franchement, c'est assez safe. C'est assez safe. Mais par contre, ouais, t'as de l'info partout, t'as du bruit partout, c'est un brouhaha. Et moi, en même temps, je pense que même s'il me faisait peur, et j'étais hyper excité et j'étais en mode. J'étais aux aguets, quoi. Je regardais tout, j'analysais tout. Et je savais que c'était pas bien parce que du coup, je devais aller après en expédition. Mais ce moment-là, il a été hyper important. Parce que, en gros, juste avant de prendre l'avion, et ben en fait, moi je suis tombé malade, j'étais KO. J'étais KO de chez KO, probablement malade à cause de la nourriture, Mhm. probablement amplifié par le stress, par le manque de sommeil et tout ça. Et je me Il y a un peu rappelle, du coup, d'attitude ou pas encore à ce moment-là? Non, pas trop. pas 1500 mètres. Ouais. Mais par contre, du coup, on dort chez l'habitant parce que l'avion il est retardé, enfin il y a des galères à l'Himalaya quoi. Et là, je suis allongé dans mon lit, il y a des cafards à côté, il y a Ok. des gens qui me regardent parce qu'en gros, on dort tous dans la même pièce et tout. Et moi, je suis en train de trembler, je viens d'être malade, voilà, je vous fais pas le dessin, mais voilà. Et je suis en train de trembler, je me dis, mais en fait, pour qui tu te prends? Tu as des ambitions d'aller dans l'Himalaya pour te prendre pour là un alpiniste machin et tout. T'es même pas arrivé à Lukla dans l'Himalaya, que t'es en train de trembler en gros. Et puis à ce moment-là, tu te poses la question de te dire est-ce que je ferais pas demi-tour quoi? Exactement, tu te poses 10 000 questions et ouais, c'est une grosse claque d'humilité, mais qui fait du bien. Et il y a un moment, par contre, tu vois, quand il y a trop de bruit, il faut prendre des décisions. C'est en mode, là, il y avait trop de bruit dans la tête, et forcément. C'est pas mal ça, avoir ça. J'aime bien, Ouais, j'aime ouais, bien c'est l'idée, ça. ouais. C'est en mode, c'est tout, tu coupes la musique et puis tu y vas, quoi. C'est un peu bête et con, mais il faut y aller. Et en gros, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai coupé la musique et je me suis dit, mais en fait, c'est trop tard. On s'en fout de la vie des gens et tout machin. T'as mis de l'argent, t'as mis de l'ambition. Ça fait des mois que tu t'entraînes, voire des années. Il y a un moment, il faut l'assumer. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est en mode survie. Qu'est-ce qu'il faut là pour que j'aille mieux? Il faut manger, il faut boire, il faut s'hydrater, il faut que tu dormes. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été en gros faire toutes les maisons pour trouver un truc à manger. J'ai mangé, je crois, des petits biscuits, machin. Le seul truc que je trouvais à peu près à ce moment-là. Je me suis hydraté, j'ai dormi. Le lendemain matin, compliqué, mais il faut y aller. Là, je prends l'avion, du coup. Bon, l'avion, expérience assez dingue. T'as les moines qui prient dans le fond. T'entends les alarmes, enfin Parce que incroyable. c'est un des vols les plus dangereux du monde. Hein. C'est- ouais, Ça, c'est ça, censé être le ça vol le rassure plus pas dangereux. quoi. Ça rassure pas. Mais ça va. C'est Franchement, cool, c'est ça l'aventure. va. Ouais, Ouais, du c'est coup, tu kiffes l'aventure. un peu. C'est là que ça Puis, je sais commence. pas, il y a un moment, en fait, bah ça y est, tu vois les montagnes de l'Himalaya pour la première fois. Tu vois tes gros sacs d'expédition qui sont dans l'avion et tout. Et tu te dis, bon, allez, là, ça y est, là, on va arriver vers du sérieux. Et à ce moment-là, du coup, j'étais accompagné d'Urba, un guide de trek. Génial, franchement, un cœur absolu, une énergie de malade. Et on arrive à Lukla, et là, il y a un gain d'énergie incroyable. Bah ça y est, en fait. Ouais, t'es excité. D'une d'arriver, certaine quoi. manière, même si tu vas pas y arriver, même si peut-être l'échec t'attend, tu as déjà réalisé une partie en fait du rêve, parce que tu pourras dire bah j'ai cru en moi, je suis dans l'Himalaya là à 21 ans. Et ça a été aussi un moteur. Et le deuxième moteur, parce qu'après du coup tu tapes 2 semaines de trek quand même pour aller jusqu'au camp de base de l'Everest. Et puis après il faut compter 4 jours en gros pour l'ascension du Lobuche Peak, du coup, le sommet que j'ai fait, le premier sommet himalayen. 6119 mètres, ouais, incroyable, un des gros sommets de préparation avant l'Everest, avant la Madablam aussi, ou avant le Lhotse, enfin plusieurs sommets, qui est assez connu mais qui est très très peu fréquenté, on va dire, comparé à même l'Everest ou comparé au camp de base de l'Everest et tout ça. Et ouais, t'as 2 semaines en gros avant ça, et tu sais que ouais, t'as à peu près 3 semaines qui t'attendent avant de frôler ce sommet. Et ce qu'il faut, c'est pas se projeter 3 semaines après, c'est se projeter en gros demain, comment je vais être. Il faut y aller 24 heures sur 24 heures. Ouais. En gros, voilà, déjà, c'est aussi en yoga, c'est la position de la montagne. C'est tous les matins, tu te lèves et tu fais un petit topo de toi, ton corps, comment tu es. Et est-ce que tu vas être capable de faire la journée prévue aujourd'hui?
Parce que si tu dois dans 3 semaines, ça te paraît Mais ça te tue à petit feu, quoi. Ça te paraît interminable. Ouais. Non, Sachant mais que, exactement. pour remettre aussi dans le contexte, parce que maintenant, alors je vais mettre des grosses guillemets, mais c'est devenu normal d'aller en Himalaya Ouais. avec tout ce qui se passe sur les réseaux et tout. Toi, t'es parti avant ce gros boom. Ouais, ça c'est intéressant. C'est quoi Kaizen, le ouais, documentaire c'est sorti d'Inoxtag, avant Kaizen. est sorti après du coup Ouais, c'est ça. ton expédition. Ouais, Donc ça. ça, c'est. Moi, à l'époque, tu parlais d'Himalaya à des gens, un random dans la rue, personne ne savait où est-ce que tu étais, en tout Exactement. cas très peu de personnes, personne ne savait comment on allait au camp de base, etc. C'était beaucoup moins fréquenté. Je pense que tu as dû voir des changements après, et ça on en reparlera aussi, mais moi j'ai encore une image aussi de celle qui a été relayée un peu justement par les réseaux, la télé et compagnie, où tu es sur le Lobuche, je pense que c'est la dernière pente, Ouais. où on te voit, où tu es mort et que ça a l'air bien compliqué. Tu parlais de stress tout à l'heure. Justement, ton aventure, elle a fait un petit boom médiatique quand même derrière. Est-ce que tu savais en partant, est-ce qu'on t'avait contacté avant de partir, ou est-ce que ça a été repris seulement quand tu es rentré du coup, toutes ces images-là? Pas du tout. En fait, il faut se dire qu'à ce moment-là, moi j'étais vraiment en gros. Je me rendais pas compte aussi, je pense, de ce que ça représentait. Mm. Et c'était juste la réalisation du rêve qui m'omnibulait et le reste, en fait, j'étais pas bien. Enfin, je réalisais pas. Et aussi, d'une certaine manière, j'étais même pas sûr de le faire. J'étais vraiment pas sûr de le faire. Je savais même pas comment mon corps allait réagir au-delà de 3500 mètres, 4000 mètres, tu vois. Genre, j'étais vraiment en mode. Ouais, j'y suis allé pas comme un touriste parce que j'étais quand même hyper préparé. Et puis voilà, même techniquement et tout, je me suis pour le coup. Vraiment, je me butais à l'escalade. J'avais acheté du matos pour vraiment réviser tous les trucs. J'y suis pas allé non plus comme un touriste en mode. Mais c'est intéressant ça, sur la prépa, c'est comment tu t'es préparé, t'as regardé, c'est quoi, documentaire, Des livres, et beaucoup de livres, beaucoup de docus. t'as un livre Ouais, on est la t'as un génération livre à YouTube, recommander On ou m'a pas? recommandé, On ouais, apprend des trucs. de livres potentiellement. Ouais, et j'étais là, et moi j'attachais des cordes, en gros, enfin tu sais, c'est le cliché, on est dans le nord, j'ai pas envie de dire au terril, Ouais. je me mettais à des arbres et tout, je révisais les trucs, comment poser ta jumar, comment descendre en rappel et tout. Ouais. Tout ça, c'est des trucs que je pouvais faire soit à la salle d'escalade, ou alors chez moi, je l'accrochais à des arbres et tout. Et ça, je m'entraînais, et après, par contre, derrière, sur la préparation, quand même, il y a une grosse base de trek. En vrai, l'alpinisme comme ça dans l'Himalaya, en tout cas, comment je l'ai fait au début, il faut aussi pas oublier que c'est des cordes fixes et tout ça, et que c'est de l'alpinisme qui peut rester très dangereux, parce que de toute façon dans l'Himalaya, forcément tout est décuplé. Si l'alpinisme déjà en France est dangereux, dans l'Himalaya ça l'est encore plus. Mais par contre techniquement c'est des cordes fixes et tout ça, c'est différent. Mm. Même il y en a qui disent l'himalayisme, parce que c'est différent aussi Ok. que beaucoup de gens font dans les Alpes, et même c'est différent aussi. Il y a des très bons alpinistes qui vont pas forcément avoir des bonnes acclimatations et des bonnes capacités pour dépasser les 5000 et ce genre de choses. Donc c'est vraiment différent. C'est ce que j'allais dire, je vais pas te couper, pour mettre un peu ceux qui nous écoutent dans le contexte. Souvent on dit qu'il y a deux styles d'alpinisme Ouais. un peu. Il y a la partie alpine, donc ce que nous on Ouais. connaît en France et plus ou moins en Europe, où potentiellement tu es obligé d'être encordé. Ouais, c'est ça. Tu peux aller faire une expédition seul sur le papier, Mm. enfin pas seul, mais en Ouais. tout cas tu peux toi t'assurer seul C'est ça. sans être rattaché à quelqu'un. En Et tout donc, cas, du coup, techniquement, genre, c'est pas recommandé, mais techniquement tu peux le faire, quoi. C'est ça. C'est même illégal et c'est vraiment pas Ah, c'est recommandé, illégal, ok. à part si tu as vraiment déjà plusieurs expériences. Ok. Mais ouais, Ok, en gros bien c'est ça. ça. Du coup, comment tu as vécu l'altitude? Parce que Ouais. du coup, le Boucher, tu montes à 119. 6119, mais surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que le trek pour aller jusqu'au camp de base, tu es exposé à plus de 4000 pendant un long moment. Ouais, exactement. Alors, T'es à fatigué. ma moindre échelle, moi en ayant fait le Mont Blanc, dès que je suis passé 4000, j'ai commencé à ressentir que c'était compliqué et je suis resté une journée. Ouais. Toi, sur 15 jours, je suppose que ça doit être compliqué déjà d'un point de vue. C'est des hauts et des bas l'altitude quand tu montes en tout cas. Après, une fois que tu as acclimaté derrière, si t'es pas malade, ça se passe bien. Mais écoute, ça s'est plutôt bien passé. Alors, à prendre avec des pincettes quand même, parce que il y a eu un moment, je crois, vers 4008, bah ouais, à peu près du coup comme toi avec le Mont Blanc, à 4008, où en gros, énorme barre soudaine derrière la tête. Sorte de petit fourmillement aussi qui parcourt un peu le corps, et un voile gris. Voile gris, je voyais tout flou et en gris. Ça, c'est un truc qui a duré pas mal de temps, ça a duré quelques heures, et c'était un gros stress, parce qu'en plus, j'étais pas du tout arrivé, on va dire, à destination. Hein. Mm. Et du coup, bah, tu continues d'avancer pendant, je pense que j'ai continué à avancer pendant 2-3 heures en gros, et je voyais vraiment pas grand chose. Je me faisais un peu confiance aussi, voilà, t'avances lentement aussi, hein. Peut-être Bien que sûr. je l'aurais fait en 1h30. Mais je sais que ça avait duré une éternité, que c'était vraiment horrible, et que du coup, ouais, je me suis posé là chez l'habitant, et j'étais en gros, tu sais, avec tout encore une fois les questionnements qui font du bruit et qui te disent
Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu vas pouvoir aller plus haut? Tu te rappelles des anecdotes en gros d'alpinistes qui s'endorment avec un mal de tête mais qui se réveillent jamais. Tu vois, en fait, Ouais, t'angoisses, ça, tu crées une angoisse et voilà. j'allais te Et en demander, fait, est-ce que tu as eu peur à un moment donné pour ta vie? à ce moment-là, j'ai eu, ouais, je pense d'une certaine Parce que manière, tu as quand c'est même plus factuel, quoi. Il y peur a des gens que, vraiment qui ouais, meurent en t'as, montant, quoi. Donc, ouais, t'as plus peur que dans, ouais, et puis même aussi, hein, quand tu es dans l'Himalaya, de toute façon, tu as les balais incessants d'hélicoptères qui sont là parfois avec bon, des gens qui sont entre la vie et la mort. Donc non, si, il y a ce truc-là. Après, c'est vraiment pas le moment où j'ai eu le plus peur. Ouais, je me doute. Mais ouais. Et après, non, du coup, sinon, après ça, étonnamment, ça l'a plutôt fait. Euh, c'est toujours compliqué, c'est toujours un poids, l'altitude. C'est toujours la sensation, en gros, d'être dans une gueule de bois extrême. Parfois, ça peut être même d'être très très malade. Après, tu apprends à vivre avec. C'est la sensation un peu écrasante avant de t'endormir aussi, elle est là. Et c'est ça, il ne faut pas angoisser, il faut l'accepter, il faut se dire que de toute façon c'est normal, c'est aussi d'une certaine manière ce que tu viens rechercher. C'est Bien sûr. aussi la différence entre l'alpinisme et l'himalayisme, c'est que quand tu vas dans l'Himalaya, tu recherches aussi d'autres dépassements. Il y a un vrai dépassement qui n'est pas médical, mais tu vas vraiment mettre ton corps dans des conditions qui sont ultra extrêmes. Tu vas le priver d'oxygène, là il me semble que tu as 44%, un truc comme ça d'oxygène. Donc t'es inférieur à la normale. Ouais, c'est dingue. Donc ton corps, d'une certaine manière, il est en train de mourir à petit feu. C'est des endroits, des altitudes où tu ne peux pas rester sur du long terme. Parce qu'en fait, ton corps ne se régénère pas, tes cellules, en gros, elles meurent à petit feu. Et ça, tu le sens. C'est une sensation qui est très compliquée à expliquer si tu ne l'as pas vécu. Mais ouais, c'est comme si tous tes organes étouffaient petit à petit. Et puis même toi, sur ta respiration aussi, tu le sens, quoi. Et c'est une sensation qui est hyper particulière, mais par contre je ne peux pas dire plaisante, mais par contre tu sais que c'est un dépassement que tu ne peux pas retrouver ailleurs. Enfin, je veux dire, ça dépasse le sport, ça dépasse... En fait, tu frôles limite, quoi. Donc, Ouais. c'est à ce moment-là que. Mais c'est un risque, tu vois, c'est pas l'adrénaline de se retrouver avec Ouais. 200 mètres ou 1000 mètres de vide, tu vois. C'est une autre adrénaline, c'est une adrénaline un peu... que en fait, peu importe ta préparation, j'ai envie de dire, peu importe machin, elle est là et on est tous, en gros, c'est une grosse claque d'humilité, on est tous pareils face à la Soit le montagne. meilleur alpiniste aux Exactement. débutants. Et ça d'ailleurs, de toute façon, ça se voit. Hein. Ça se voit à mort. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment, même des Sherpas, hein. Il y a des Sherpas qui dépassent les 6000 mètres et qui sont ultra mal, hein. Qui peuvent être pris même de vomissements et qui sont vraiment... Ça, c'est hyper intéressant, tu ouais. vois, parce qu'on les voit comme des surhommes, ces gens. carrément. Après, Non, non. c'est des surhommes, tu vois, Ouais. par rapport à ce qu'ils font, mais. En fait, ils prennent sur eux, genre, ils ont une voilà, tolérance qui est encore eux plus aussi, en élevée. fait, c'est pas facile pour eux, quoi. Ouais. Alors, ils ont du mal. Le Sherpa, il est fascinant, moi je trouve, c'est plutôt par l'humilité qu'il a et la place qu'il a aussi. Mais ça aussi, ça c'est d'autres sujets hein, sur l'himalayisme et tout ça. Et moi, même si ma première expérience dans l'Himalaya, ça a été absolument incroyable, et ça a été, je pense franchement, dans les plus beaux moments et tout de ma vie, moi derrière, il y a quand même eu beaucoup de réflexions aussi par rapport à la montagne. Parce que forcément, toute la préparation pour le Lobuche m'a permis de découvrir la montagne. Aussi de découvrir comment ça se passait dans l'Himalaya, voilà. Et une fois que tu as cette expérience-là, il faut prendre des décisions sur toi derrière l'image que tu veux renvoyer, mais aussi simplement, toi, ce que tu veux vivre comme sensation. Et d'une certaine manière, j'avais l'impression de ne pas assez avoir vécu. Mais ça, après, je pense que c'est commun à beaucoup de gens qui pratiquent la montagne, et même plein de sports. Mais moi, j'aime bien l'idée en fait de vivre quand tu fais des sports comme ça, c'est te sentir vivant, d'avoir des émotions. Et même si évidemment j'ai eu très peur, il y a eu des moments très risqués, il y a beaucoup de dépassements et tout, en fait, une fois que tu l'as réalisé, tu as toujours la question qui vient, c'est what's next, tu vois. Le plus dur, c'est ça, parce qu'en fait, se dire, il faut trouver un défi qui soit encore plus haut que celui qui était ça. avant. Et petit à petit. Et moi, dans mes questionnements sur les défis, je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et en fait, c'était, j'ai envie de dire, la solitude. C'était de tout mettre en œuvre pour maintenant être capable d'aller en montagne seul, même si évidemment, ça passe par beaucoup d'expérience et ça, t'es jamais au top. Il y a toujours plus expérimenté que toi et même le plus expérimenté, il va te dire, je peux continuer d'apprendre. Donc ça, c'est l'expérience. Mais en tout cas, je voulais vraiment apprendre, on va dire, pour vraiment être autonome en montagne complet. Et là, je me suis dit, maintenant, je veux faire des expéditions en solo. Et c'est là que du coup, j'ai pris la décision, après, de retourner dans l'Himalaya pour quelque chose de plus chill, on va dire. Après, derrière, d'aller en Arctique.
Ah bah tu me donnes L'Arctique, parfait, ouais, tu me donnes, la transition. la transition parfaite. L'Arctique, première grosse expédition en solitaire à l'étranger. Donc là, tu n'es pas dans ton pays, tu n'es pas dans les Alpes, c'est les secours, c'est rien à voir. Mm. Et du coup, ouais, la décision m'est venue un peu folle, où je me suis dit, bon, ok, T'as fait l'Arctique avant l'Himalaya, non? Après? Après, juste après. En gros, je suis ok. allé une deuxième fois dans l'Himalaya. Ok. Et je suis parti en Arctique une semaine après. Bien évidemment, c'était prévu déjà avant, hein, en gros d'enchaîner aussi. Mhm. C'était T'avais un beau après c'est les créneaux montagnes Ouais. peuvent être assez Ouais, courts, c'est hein, les fenêtres météo et tout. Mhm. Et du coup, en gros, je me suis dit bon bah Himalaya et je rentre, je bosse une semaine et hop, je reprends mes 4 vols direction le Svalbard en Arctique. Et là, première expédition en solo, donc à l'étranger. T'es toujours chez Decat à ce moment-là ou pas? Ouais, j'étais toujours chez Decat. Ils sont sympas. Ouais, ils sont sympas, ouais, les ils gars. étaient sympas. C'est congés payés ou Je c'est m'étais plus- arrangé avec eux, je sais plus exactement comment on avait fait. Mais En tout j'avais cas, réussi à enchaîner en gros, je crois, 3 semaines dans l'Himalaya, enfin au Népal. Et ensuite, je crois que ça a été 10-12 jours l'Arctique. Donc Ça remonte, hein, ça c'était il y a prouve bien déjà... que l'image qu'ils véhiculent en fait c'est quand Ils même sont très assez en eux ouverts parce que Decathlon parce que Ils sont même assez quand ouverts. t'exerces des sports à haut niveau ou ce genre de choses, je crois que t'as pas mal d'aménagements avec ton Ouais, avec c'est ton boulot. Exactement, ouais, C'était- j'ai eu beaucoup d'aménagements. Et puis derrière, même aussi sur le plan financier, bon déjà, tu as les avantages de Decat, mais derrière, ils peuvent voilà, t'équiper, te sponsoriser. Bon, moi, il y a eu des hauts débats aussi sur les sponsors, mais en tout cas, ils m'ont accompagné quand même sur certaines expéditions, dont l'Arctique. Donc là-dessus, je les remercie quand Et même. ça, c'est un Trop bon bien. truc à dire pour ceux qui nous écoutent parce que, encore une fois, à moindre échelle, moi quand j'ai fait le Mont Blanc, ils m'ont équipé aussi. Ouais, Et tu vois, pour n'importe qui peuvent avoir des problèmes financiers, entre guillemets, mais qui ont envie de se dépasser, en montant des dossiers qui peuvent être Mmh. béton et en tout cas en montrant Ouais. que tu as envie, tu peux aller chercher des sponsors comme ça. Faut pas se dire que carrément. c'est réservé à Exactement, Mathieu ouais. Blanchard ou Ouais, autre c'est ça. chose. Forcément, c'est pas documenté de la même manière. Par contre, tu peux en tout cas te débrouiller pour aller te faire équiper, qui enlève déjà une grosse épine du pied d'un point de vue budgétaire, Carrément. puisque ça coûte super cher de partir en montagne. Mais ouais, c'est bien de le dire. Donc du coup, Arctique, pourquoi? Du coup, quel programme? C'était quoi le but de partir en Arctique? L'Arctique, c'était, je cherchais en gros le terrain de jeu qui allait pouvoir m'isoler le plus possible. Et je voulais pas seulement être tout seul, je voulais être là où il n'y a personne. C'est vraiment ça en gros, c'est vraiment j'ai appris à être en montagne autonome et je me suis dit ok bah maintenant on va aller voir ce que ça peut donner. Et c'était en effet un énorme risque quand même parce que même derrière l'Arctique c'est présence d'ours polaires donc j'ai dû passer des qualifications de tir pour avoir mon permis derrière de port d'armes et tout. Enfin, l'expédition était compliquée, hein. C'est vrai que là on est obligé de passer rapidement mais c'est des Bien sûr. expéditions. Ouais. C'est des mois et des mois de préparation, que ce soit sur le plan légal, sur la préparation physique, sur derrière même les sommets, comment tu vas les faire. C'est pas du tout des trucs qui sont documentés. Tu vois, il y a Moi, des sommets qui avaient même peut-être jamais C'est vrai que j'ai été jamais gravis vu, moi, enfin, ça ou me quoi que parle ce pas, soit. Tu vois, tu dis à quelqu'un un sommet en Arctique, Non, mais il oui, va, ouais, voilà, ça me puis parle les pas, noms quoi. sont des noms. Mais en vrai, moi, bêtement, tu vois, pour moi, l'Arctique, c'est plat, quoi. Tout plat Ouais, non. et la glace, quoi. Moi, Ouais, j'imagine c'est ça comme c'est ça ça. aussi. Et en gros, ouais, et je suis dans. La décision, elle m'est venue, en gros, je suis dans mon bain, je regarde la map, mais vraiment. T'es trop en confort Trop dans ton bain, confort, quoi. exactement. Alors, c'est ça, mon cerveau il s'est dit ouais. Je suis dans mon bain, je regarde ma map en gros sur le téléphone et je cherche en gros là où il y a de la montagne et où je peux aller en gros me régaler et là où il n'y a personne. Et je vois un petit territoire bien au nord du cercle arctique, donc là tu es à 1200 km du pôle Nord je crois, Ok. qui s'appelle le Svalbard. C'est un territoire international, mais qui appartient à la Norvège. Enfin, c'est un peu compliqué. Il n'y a personne. Tu as 2000 habitants, c'est majoritairement des scientifiques et tout ça, pour Ouais. 3000 ours polaires. Le D'accord. truc, il met voilà, le topo. Et je me suis dit, waouh, incroyable. Je regarde un peu, je vois que c'est pas trop fait et tout. Et je me dis, bon, là, en termes de dépassement, c'est peut-être un gros risque, mais il y a un moment, il faut y aller. Mais pour Et y aller, du coup, c'est Ouais. quand même difficile quand même d'accès parce que 4 je suppose- vols. Ouais, t'as Mais 4 c'est quand vols. même possible, quoi. Mais c'est Je veux dire, possible. il y a... Ouais. Les frontières sont pas fermées, Ah ce non, genre non, de pas truc. du tout. C'est, Et même, je dirais que c'est. T'as un vol qui va en Laponie, et en Laponie, tu prends un autre vol pour aller au Svalbard. donc voilà. Et c'est Il y a un pas. Franchement, aéroport et tout, quoi. c'est donc, pas impossible. Et financièrement, ça allait. Franchement, ça ok. allait. C'est pas des budgets, tu vois. Il y a des endroits qui sont très très chers, la Patagonie notamment. L'Himalaya, ça le devient à mort aussi. Ça dépend comment tu le fais. Mais ouais. Et ouais, je suis parti là-bas, du coup, en solo. Une expédition franchement incroyable. Incroyable, mais dur. Dur et j'ai mis du temps à la digérer parce que
Parce que c'était bon, tu vois, tu peux parler du froid constant, du blanc constant, de la solitude. J'ai des images en tête où vraiment, genre, tu fais un 360, il n'y a rien. Y a rien. Y C'est a ce que tu rien. voulais. Hein. Ouais, c'est exactement ce que je voulais, mais t'as que des montagnes blanches. Potentiellement, tu sais qu'il y a des crevasses et tout sur le glacier, tu es tout seul. Donc les crevasses, quand tu es tout seul, c'est compliqué et tout. Des nuages qui se confondent avec la neige, donc tu es juste en gros perdu dans le blanc. Tu as l'impression d'être dans un. Je sais pas, Ouais, une scène d'un film un peu. Une cellule blanche, quoi, ouais. et un truc, Ah, 4 c'est murs ça, un blancs, Tu truc. quoi. pars combien de temps là pour l'Arctique? 3 semaines? 10-12 jours, Ok. je crois. Donc Parce c'était que assez court, peut-être Moi 2 j'ai quand même semaines. une question qui me vient en tête, que je me suis longtemps posée. Parce que tu disais, toi il y a 3 semaines tu étais dans ton bain, tu regardais, Ouais. tu as vu. Ouais, 3 semaines après j'étais dans mon bain, Ouais, je regardais tes stories et je vois que tu pars avec un fusil Ouais. pour les ours polaires, je suppose. Exactement. Tu t'équipes comment pour. Ouais, c'est vrai, Parce ça. qu'un équipement classique c'est facile c'est facile à trouver, tu commandes sur internet. Tu Ouais. pars comment avec un fusil? Comment Comment tu arrives t'arrives sur avec un place pour fusil, t'équiper? Comment tu fais pour avoir tout ça? Le fusil, je crois que je l'avais loué à l'université ou je sais pas quoi qui est sur place. C'est un truc de chercheur, tu vois, scientifique et tout. Et sinon, tout l'équipement, tu le ramènes, tu achètes tout en amont. J'ai tout acheté, je crois, principalement en France ou ou peut-être un peu au Népal aussi. Mais ouais, en gros, voilà. Et puis tu t'informes à fond. Hein. C'est ce que je dis aussi dans la préparation. La préparation, ça passe par plein de trucs. Et là, c'est aussi ce qui est compliqué avec l'Arctique, c'est que du coup, tu dois regarder tous les gens comment ils s'équipent sur les expéditions polaires. Mais aussi derrière, il ne faut pas oublier que tu fais de l'alpinisme. Donc c'est tout l'équipement en gros d'alpinisme, mais qui doit être en gros aussi adapté au cercle polaire. Et qui doit être adapté du coup dans un sac d'alpi parce Ouais, que t'as pas exactement. de poulka, J'ai pas de poulka, j'ai dedans. rien, et du coup c'était tout sur le sac d'alpi. Donc c'était un sac qui était encore une fois énorme. Je crois que l'Arctique il dépassait largement les 20 kilos. Après tu fais au minimum aussi. Après forcément un derrière, je truc que faisais des t'oublies, quoi. retours en gros au refuge pour essayer en gros derrière de dormir en refuge, aussi de me nourrir. Parce que sinon le reste du temps, c'est que du lyophilisé, des trucs et Ouais. tout. Et même si évidemment ça prend beaucoup moins de place que la normale, ça prend de la place, ça prend du poids aussi. Donc voilà. Et c'était une expédition où elle était fantastique, mais j'ai eu très très peur en vrai. Très très peur parce que la grosse claque de solitude que tu te prends, c'est pas seulement la solitude de t'es seul, c'est la solitude de y a rien. Donc là, Ouais, t'as eu Y plus a peur pas d'arbre, y a pas que de t'as eu plus peur verdure. que le sommet. Ouais, j'ai eu plus peur que le sommet. Parce que le sommet, c'est bête, mais il y a aussi déjà de se dire c'est un truc qui a déjà été fait avant. Ouais. T'as ton Sherpa, mon Sherpa, je crois qu'il avait déjà fait 7 fois à ce moment-là le Lobuche. Tu vois, t'es pas. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont revenues de ça, quoi. T'es Et- pas en exploration. Et t'as le truc où tu te dis, typiquement au final ça se passe mal sur le Boutier, tu redescends, t'as le camp de base, il y a du Ouais. monde, tu croises du monde potentiellement un petit peu. Alors Ouais. que là je suppose que Svalbard tu croises personne. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus compliqué aussi d'aller chercher un hélico ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'hélico, il n'y a rien. C'est horrible à dire, c'est ce genre de phrase, tu sais, t'as pas envie de le dire parce que ta famille elle écoute derrière, mais c'est à mon avis, tu tombes sous une crevasse, on te retrouve 1000 ans plus tard, tu vois, c'est en gros... Ça ferait un film stylé. Ouais, mais en gros, sur l'idée, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est là aussi que c'est très dangereux, mais c'est aussi derrière ce qui m'a galvanisé, tu vois, à me dépasser et essayer de découvrir ce que ça pouvait donner. Parce que là, c'était aussi un peu de l'exploration. Après, bon, on vit aussi dans une époque où c'est différent, tout est cartographié et tout machin. Mais ouais, j'ai gravi des sommets qui, franchement, n'avaient pas de nom. Tu vois un point sur des cartes norvégiennes et tout, mais derrière, t'as pas d'infos. T'as pas d'infos, t'as même pas les cartes topographiques qui sont vraiment nickel pour savoir ce que ça va donner. J'y allais vraiment entre guillemets aussi à l'aveugle. Et c'est là que t'as la peur déjà du risque forcément lié aux ours polaires, des crevasses, des machins et tout. Mais derrière, il y a aussi une certaine manière de se dire peut-être que là j'ai été trop ambitieux et que en fait la peur de l'échec simplement. Tu te dis peut-être que je vais pas réussir. Et quand tu as été un peu médiatisé et que ta première expé dans l'Himalaya, ça a été franchement un grand succès, que tout se passe trop bien, que les images sont trop belles, machin, et que derrière tu arrives dans l'Himalaya et que tu te dis là je suis tout seul, va falloir assumer et que tu n'es pas sûr de réussir, c'est aussi une autre peur. Est-ce que c'est pas un peu un jeu dangereux pour la vie perso entre guillemets? Alors je t'explique où je veux en venir, c'est toi tu vis des trucs à 300 à l'heure quand tu es en expé. Est-ce que toi d'un point de vue perso quand tu rentres, tu arrives à te satisfaire de choses beaucoup plus simples, tu vois?
Moi, je l'ai vécu à mon échelle, et même là, tu vois, quand on revient de voyage, déjà, tu as toujours ces petits coups de mou, et on en parlait tout à l'heure quand tu es arrivé, on rentre de voyage, c'est dur de se remettre dans la vraie vie. Est-ce qu'au final, un peu comme quelqu'un qui va aller faire du base jump, qui va toujours aller plus loin jusqu'à finir par se tuer, entre guillemets, Mm. toi, ça n'est pas aussi un jeu dangereux en se disant, bah, au final, je vais finir par soit aller trop loin et du coup causer ma perte, entre guillemets, ou en tout cas finir par avoir du mal à gérer le quotidien parce que en fait, je vis trop de trucs incroyables quand je suis en expé, quoi. Il y a les deux un peu, hein. Enfin, en gros, le quotidien, le retour, il est assez difficile. Il est assez difficile parce que forcément, en fait, quand tu es galvanisé par quelque chose qui est de l'ordre de l'adrénaline, qu'en termes de découverte, tous tes sens sont constamment, tu vois, aux aguets, et que, enfin, c'est humainement des expéditions comme ça, c'est énorme. Même le stress que tu vis avant, tu vis plein d'émotions. C'est pas seulement ah c'est compliqué, j'arrive au sommet, et voilà. C'est derrière que tu vois tout ce qui est galvanisant, les parfois 4-6 mois avant de préparation, de stress, de remise en question, des moments de vie où tu dis au revoir à tes proches parce que tu sais que derrière tu vas tout seul en Arctique, machin et tout. Ah, tu vois, ça te fait vivre des émotions, des sensations qui sont énormes. Et du coup, évidemment qu'en vrai, c'est hyper dur. Ouais. Et c'est hyper dur le retour à la réalité. Et c'est pour ça que même à l'heure actuelle, tu vois, moi, je ne sais pas exactement où je vais là-dessus. Parce que moi, je sais qu'au fond de moi, je suis galvanisé quand même par l'aventure, quelle qu'elle soit, que ce soit aussi en montagne ou que ce soit aussi partir à l'étranger et tout ça. Et c'est forcément, ouais, à l'heure actuelle, je pourrais pas forcément te répondre. Et je pense que même Tu sauras jamais, je pense. ouais, je quoi pense que qu'il arrive, peu de gens mais- peuvent te dire. Et je sais que par contre, c'est dur. Ouais. C'est dur et qu'il y a toujours un truc qui t'appelle. Après, est-ce que c'est quelque chose, moi, on va dire, qui est inné? Parce que j'ai aussi eu ce sentiment presque toujours, tu vois. Pour te dire, enfin, on en a parlé. Une semaine après mes 18 ans, je suis parti à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. Donc forcément, il y a ce truc, je pense aussi, qui criait au fond de moi d'aventure et tout. Il y a aussi ce truc de quand on s'est fait la remarque quand on était au Canada avec Kevin. Tu vois, quand tu arrives dans un paysage que tu connais pas, tu es comme un ouf. Tu vois. Ouais. Par exemple, nous on était en Afrique du Sud, tu vois une biche au début, tu es comme un ouf. Au bout de 3 semaines, tu vois un éléphant, c'est devenu normal. Ouais. Et en fait, le fait de vivre des trucs toujours plus ouf, bah en fait, Ouais. tu as toujours envie d'aller plus loin pour te continuer à surprendre parce que l'humain continue toujours à Bien sûr. Enfin, il a besoin de se surprendre et d'aller plus loin à chaque fois. Donc C'est ça ça. fait partie aussi un peu de Puis nous. ce qui et- était ton inconfort devient ton confort Ouais, petit à petit, carrément, quoi. carrément. Rien, donc, Ça peut être un inconfort pour quelqu'un de dormir en tente Ouais. en été. Toi maintenant, c'est 5 étoiles, tu vois. C'est je ça. suppose. Et après, quand est-ce que ça s'arrête? Bah ça, c'est une autre question, tu vois. Et je pense que je pourrais te dire des trucs comme l'aventure, tu peux la trouver ailleurs, tu peux la trouver dans ta vie familiale, tu peux Ça, la c'est trouver des dans phrases plein de qu'on dit trucs. sur les réseaux, mais c'est pas pour de Mais la réalité, c'est que bon, voilà, tu vois. Trop bien, trop bien. Pour faire la transition, du coup, nous avec Kevin, on est de plus en plus dans ce truc de. On veut se donner un max de quêtes secondaires parce que bah, c'est trop bien. Alors, à notre échelle, à nous, forcément, là, on est des petits joueurs vis-à-vis de toi. Mais suite à l'article, du coup, tu es parti en tour du monde. Ouais. On va passer vite sur toutes les étapes parce que tu as fait plein de voyages. Mais si tu peux juste déjà nous dire un petit peu les pays que tu as fait. Et Ouais. surtout, nous, on veut parler d'une expérience qu'on a vue sur les réseaux, c'est que tu as quand même fait du rodéo. Ouais. Alors ça n'a absolument aucun sens parce que nous on revient des Stampede là, à Calgary, on a vu le rodéo et on voit les mecs qui montent sur les taureaux, c'est complètement barge. Donc si tu peux nous parler de ça, ce serait trop cool. Bah ouais, bah du coup, ouais. Bah écoute, justement, en fait, c'est un lien aussi avec ce que tu disais avant. 3 ans chez Decat, le petit appart, voilà, vie de couple aussi, machin. Tout qui allait bien, mais quand il y a un moment, ça boue calme. au fond de toi, ça boue. Et ouais, bah, j'ai tout plaqué. Tout C'est plaqué. Voilà, parents, famille, foyer, on va dire. Et je suis parti. Et je suis parti dans cette idée de vivre et de continuer à réaliser tous les rêves et de même pas savoir où j'allais être le surlendemain. Et voilà. Donc en gros, j'ai fait un énorme sac, mi-alpinisme, mi-cowboy. Trop fort. Dans cette idée de aussi réaliser un rêve de gosse, parce que bah, j'ai eu la chance de beaucoup aller aux États-Unis et tout avec mon père quand j'étais plus jeune, de voir mes premiers rodéos très jeunes, je crois que je devais avoir 6 ans, un truc comme ça, et vraiment de péter un câble devant la folie que c'est, hein, carrément la folie, parce que ça a quasiment aucun sens comme sport. Moi, je me demande à quel moment on se dit ça va être mon métier. Ouais. Ça va devenir mon métier. Carrément. Et c'est ça qui est dingue, c'est que tu vois, moi, dans ma manière d'être,
genre à chaque fois, les trucs qui te fascinent quand t'es gosse, bah, tu vois, comme l'alpinisme, comme les cow-boys, comme machin et tout, Ouais, bah, moi j'ai essayé de tout faire pour me dire, bah, tu sais quoi, en fait derrière, ça existe, c'est pas que dans les films et tout. Franchement, ouais, bon, astronaute, je pense que ça sera pas possible, mais tu vois, dans l'idée, c'est ça. Et du coup, ouais, je fais un sac cow-boy alpiniste. Je décide de partir du coup dans un premier temps aux États-Unis où j'ai passé quelques mois. Donc là, j'ai été dans un ranch. Dans un vrai ranch, là, on ne peut pas faire plus cow-boy. Là, vraiment incroyable, expérience de fou. Comment Je tu trouves suis, le ranch? écoute, j'ai envie de dire, comme en 2000, à l'époque 2025, mais ouais, 2025-2026, Google Maps. Sur internet, ouais. Je regarde tous les ranchs autour de Yellowstone. Ok. Je sais que le Wyoming, c'était vraiment l'un des États, c'est franchement l'État le moins peuplé, le plus rural et tout. C'est vraiment, voilà. Et du coup, ouais, je regarde dans ce coin-là, je trouve un ranch où aller. Et là, je passe quelques mois dans un ranch au milieu du Wyoming. Et on est à 6 miles de Yellowstone. Incroyable. Donc en termes de faune et de flore, tu vois un peu ce que ça représente. Je suis qu'avec des cow-boys, mais des vrais. Des vrais. En gros, eux, ils ont un dude ranch. C'est genre en gros un ranch qui fait vachement de rando équestre et tout ça. Mais à côté aussi, il est actionnaire dans un ranch bovin. Moi, je bosse un petit peu dans les deux. Parce qu'à la base, c'est des fermiers en fait, grosso modo, sans résoudre le truc. Ouais, Oui, c'est des agriculteurs en fait. Le C'est ranch, hyper stylé ouais. quand tu le tournes comme ça, mais oui, de base, c'est des agriculteurs. Le ranch, c'est vraiment en gros élevage. C'est Ouais. une ferme d'élevage, c'est tout. C'est en gros, voilà. Et ça veut tout et rien dire, mais en même temps, ça veut dire beaucoup parce que c'est aussi derrière leur culture. On dit la culture américaine, elle est pas forte, machin, elle est trop récente et tout machin. Et on voit aussi vachement la culture américaine comme la culture des côtes, Est et Ouest, très Ouest et Ouais. tout machin, West Coast, même sur la musique, sur le cinéma et tout, hyper important. Mais par contre, derrière la culture rurale américaine du Midwest, c'est énorme, c'est énorme. Et c'était une fascination de découvrir tout ce monde-là, d'apprendre aussi. Moi, j'avais fait de l'équitation quand j'étais petit, genre 3 ans, mais voilà, j'étais pas bon, hein, faut pas se mentir. Apprendre à monter à cheval, s'occuper des chevaux. Derrière, après, comment ça se passe la vie au quotidien quand tu vis à côté de Yellowstone. 6 miles de Yellowstone, t'as des grizzlies tous les 3 jours, t'as des biches, t'as des cerfs, tous les dangers aussi que ça représente, t'as pas de communication. D'une certaine manière aussi, c'était une aventure. C'était Clairement. l'aventure cow-boy. T'es Et- dans les montagnes. Et toi, quand tu démarches, du coup, enfin, en tout cas, quand tu fais tes recherches sur Google, etc., donc tu disais, tu as très peu de skills dans ce Ouais. domaine-là. Tu la joues un peu au bluff en disant je suis hyper chaud, prenez-moi, ou est-ce que tu la joues en mode bon, je veux tout apprendre et, Je la joue au bluff, mais en même temps, je me présente en sachant que j'ai quand même les capacités de pouvoir aider. C'est-à-dire que genre, j'ai toujours quand même été sportif, j'ai fait des boulots, on va dire, de merde qui m'ont aussi appris, on va dire, physiquement. Et derrière aussi, tu vois, les trucs bêtes, mais je sais faire des choses de mes mains, je sais faire de la mécanique, des trucs dans le bâtiment, je suis là aussi, même si bien sûr j'ai appris aussi à fond là-bas. Et voilà. Par contre, au niveau de l'élevage et des bêtes, en effet, j'étais en pleine découverte hein, là-bas. trop bien. Donc Ouais. tu arrives là-bas, tu fais ta petite vie pendant un petit Ouais. moment. Je suppose que tu apprends plein de choses. J'apprends trop énormément stylé. de choses. J'ai vu que tu sortais beaucoup aussi, un peu dans les bars. Ça, dans c'était les bars, avant. Ouais, j'ai cow-boy. fait un petit road trip. J'ai fait un road trip quand je suis arrivé là-bas, 3 semaines. Puis même 6 mois avant, j'étais aussi allé à Nashville et tout. Donc ouais, Trop non, bien. les Nashville, ça a États-Unis, l'air très cool. j'ai la chance de pouvoir y aller régulièrement et tout. Et ouais, de découvrir aussi vraiment, tu sais, essayer d'arriver avec l'humilité de, écoutez, je vais pas vous mentir, en fait, je suis fasciné par votre mode de vie et je veux tout savoir. Me prenez pas en gros pour le petit Français qui est là pour faire du tourisme et tout. Je veux vraiment tout découvrir. Je veux savoir comment tu portes le jean, quel jean c'est, tu vois, que les cowboy boots, lesquels choisir, les machins, comment on monte à cheval de la bonne manière, le respect aussi, un profond respect. C'est pas seulement, tu vois, le chapeau, le porter, Bien sûr, c'est ouais. derrière le chapeau, il se respecte, le respect que tu as aussi envers les gens, parce que si tu es dans des états où de toute façon tout le monde est armé au quotidien, donc aussi le respect est différent, le patriotisme qu'ils ont et tout ça, ça fait partie de leur culture. Leur culture, c'est pas seulement, tu vois, avoir des selles western et mettre un chapeau de cow-boy, c'est tout le respect et tout
toute leur manière de vivre qui franchement m'est fascinante. En tout cas, moi, il y a un truc, il y a un vrai lien, il y a de l'amour pour cette culture. C'est dingue. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dirais de la mentalité américaine par rapport à la mentalité française? Quel constat t'as fait, toi, le fait que justement tu aies vécu là-bas? Est-ce que tu trouves que c'est mieux? Est-ce que tu te sens plus à l'aise? Déjà, à je mon com- avis, si tu fais l'inverse, t'as un Américain Oui, qui arrive ici en France, à Paris, et qui te dit je veux tout apprendre de la vie parisienne ou quoi que ce soit, ça se passerait pas pareil, tu tu vois. prends un coup de pied au cul, tu te dis mais t'es complètement Ouais, malade. et puis c'est Alors que c'est t'as été compliqué. t'as été hyper bien accueilli, je trouve. C'est compliqué aussi. Alors, bien sûr, tu vois, les grandes villes cosmopolites, ça a plein d'avantages et tout. Mais là, ce qui était aussi intéressant, c'était d'arriver quasiment dans un endroit où tu as l'impression que c'est intact depuis 200 ans, tu vois, leur manière de vivre. Mm. Et en vrai, c'est un peu un saut dans le passé. Enfin, même là, tu vois, au ranch et tout, t'as pas de réseau. Bon, il y avait le Starlink pour le Wi-Fi quand même. Ouais. Mais sinon, sur le principe, tu vois, t'es quand même. Et ouais, c'est un saut dans le temps. Et franchement, après, tu vois, la culture américaine, c'est compliqué de la définir. La culture américaine, si elle est large, si Bien on sûr. parle. Mais en tout cas, si on parle de la culture américaine Midwest, c'était quoi ta question déjà? Bah, en fait, disons qu'ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus accueillants. On le voit aussi. Alors, Ah est-ce ouais, que là-dessus. il y a un peu ce délire de beaucoup disent que c'est du faux friendly entre guillemets et qu'ils font un peu semblant de s'intéresser à toi. Mais en tout cas, quand on parle des Français à des Américains, nous on y va régulièrement aussi avec ma femme, on a quand même une mauvaise réputation. Tu vois, des personnes qui sont fermées, des personnes qui Ouais. sont pas accueillantes, etc. Et c'est assez marquant de voir un petit peu quand tu croises quelqu'un dans la rue aux États-Unis, à quel point il peut vite discuter avec toi, à quel point Ouais. il peut être hyper souriant, accueillant, etc. quoi. C'est vrai, les Américains, ils sont, de manière générale, tu as l'impression qu'il y a plus de bienveillance, il y a moins de jugement, même aussi, tu vois, sur l'entrepreneuriat, sur le sport, sur Mm. plein de sujets qu'on aborde là. Mais c'est vrai qu'il y a moins de jugement de manière générale et il y a une vraie ouverture à transmettre, à faire découvrir la culture. Même si, attention, par contre, il faut bien la respecter et Bien tout sûr. ça, hein, surtout là dans ce genre de pays, très conservateur, il faut Bien se le sûr. dire. Mais par contre, il y a une vraie bienveillance. Tu vois, moi, j'ai vraiment. Et même là, pour avoir bossé avec, franchement, aussi, tu vois, il y avait des Mexicains qui venaient au ranch parfois pour intervenir et tout machin. Mhm. Et en vrai, franchement, moi, j'ai toujours vu beaucoup de bienveillance. C'est vraiment. Ouais, il y a une ouverture sur l'idée de transmettre. Après, c'est vrai que politiquement, derrière, sur manière de les conserver, c'est aussi différent. Mais sur l'idée de transmettre, c'est vrai que par contre, ils sont top. Et il y a toujours la bienveillance qui les caractérise. Je pense aussi que l'Américain, il est très attaché à sa liberté. Moi, je le vois comme ça. Tu vois, là, par exemple, je parlais avec John. Lui, il adorait aussi, tu vois, entre guillemets, que je sois aussi curieux de découvrir, que je sois en gros attiré par l'idée du cow-boy, des grands espaces, de sa liberté, de machin. Et c'était ça aussi, tu vois, de transmettre. C'était pas seulement, comme je disais tout à l'heure, c'est les valeurs de manière générale. Et voilà. Ils sont tellement passionnés par leur truc Ouais, c'est ça. forcément ils le transmettent avec passion aussi. Donc un Ouais. matin, tu te lèves et tu dis, je vais mettre mes fesses sur un taureau et je vais faire du rodéo. Ouais. Donc il y a un matin comme ça. Non, je sais pas si c'est arrivé comme ça un matin, mais en gros, ouais, je me suis dit. C'était un peu en quelque sorte aller aussi au bout de l'expérience quoi. Ouais, en gros, partie bon, du truc. c'est, tu vois, genre c'est un vrai truc dans la culture américaine. Tous les cow-boys de manière générale, et puis même quasiment tous les mecs qui sont dans les états un peu ruraux comme ça. La culture rodéo aux États-Unis, au Canada, au Brésil aussi, un peu au Mexique, elle est énorme. On a du mal à s'en rendre compte en France, mais la culture rodéo, elle est énorme et c'est pas qu'un truc de cow-boy. Et là pour tout le monde. Mais par contre, évidemment, le cow-boy, il se doit de tester. Donc c'est comme ça aussi que l'idée, elle m'est venue. C'est bon, bah c'est bien, tu vois, apprendre à monter à cheval, s'occuper, tu vois, des bovins, approcher les taureaux, machin, voir un peu. Puis forcément, tu vois les bêtes et tout machin. Et puis oui, forcément, là, l'idée, elle te vient quand tu es entouré de cow-boys. Moi, franchement, j'ai été entouré vraiment de gens qui me parlaient tout le temps de rodéo. Tu Ouais. vois, le soir, tu regardes le PBR à la télé et tout machin. Forcément, ça fait partie du truc. Et puis quand tu es un peu fan d'adrénaline et de risque, ouais, forcément, ça te chauffe. Donc ouais, il y a... Ce qui est fou, c'est que... une différente de ce que tu as vécu. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, C'est du one shot quoi. Tu te C'est dis, du je one tiens shot. 8 secondes et... c'est du one shot, il faut tenir 8 secondes exactement, faut être cramponné, faut être bête et con.
C'est Euh, technique, hein, mine de rien. Ouais. C'est très technique. En fait, c'est on très l'a vu technique. quand on était au Stampede, parce Ouais. que tu as quand même différentes formes de rodéo. Tu as ceux qui font du rodéo sur les chevaux, Ouais, ouais, qui est ouais. déjà un level chaud, Ouais. et il y a ceux qui font sur les taureaux. Ouais. Et on l'a vu au Stampede, tu vois, il y a des mecs qui font du rodéo sur les chevaux, qui vont même Ouais. pas sur les taureaux, donc il faut déjà être complètement... Ouais, exactement. Mm. En gros, tu as 10 disciplines de rodéo. Et moi, j'en ai, on va dire, pratiqué 2. Du team roping et après, derrière, du bull riding. Donc, bull riding, c'est tu montes sur les taureaux. Et ça, en effet, c'est, on va dire, peut-être la discipline qui demande le moins de technicité, en fait. Ça qui est bien. Parce que, par exemple, du team roping et tout, pour être vraiment bon, pour attraper un veau, Mm. avec un lasso, Ouais. c'est très très technique et ça demande Carrément, des années et des années. Là où pour le coup le bull riding c'est très très technique, mais tu vois si derrière, Si tu tiens bon sur le taureau. voilà, si tu tiens bon, voilà, c'est genre eux aux États-Unis, ils disent souvent, tu vois, en mode, en gros, bah bulls, c'est par rapport aux balls quoi. Ouais, En gros, bah un oui, peu, c'est ça. forcément, C'est ouais. si tu vois, c'est moins technique, mais c'est plus bon déjà si tu as les couilles de y aller et d'essayer de tenir. Voilà. Après, bien évidemment, les meilleurs qui font du rodéo et tout, JB Money et tout machin, c'est des mecs, la technicité, c'est n'importe sûr. quoi. Mm. C'est à des années-lumière, mais comme dans tous les sports, tu vois. Bien sûr. C'est de l'art. Mais Le plus dur, il se fait juste ouais, sur le déclic de monter sur le Ouais. taureau. Quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment Mais moi, ouais, j'ai eu le déclic et du coup, je me suis mis. Après, tu vois, je suis débutant, hein, j'ai monté 5 taureaux, je crois, dans ma vie. Et ouais, c'est toujours une expérience. ça. 5 de plus que moi déjà. Ouais. Mais ouais, bah après, ce qui est marrant, c'est franchement de voir, comme dans tous les sports, comme pour ceux qui ont déjà fait un saut en parachute, le premier, c'est marquant à mort, et puis après, ça va. C'est normal un peu. Et la première fois, ouais, même, tu vois, quand c'est la bucking shoot, l'endroit où le taureau, il est dans sa petite cage avant de cage. partir en furie, machin, là, quand tu montes dessus, voilà, il se passe un truc. Là, tu as vraiment, en gros, déjà, le taureau, à ce moment-là, il est fou. Il est fou et il fait avant. En gros, tu as l'impression d'être dans une machine à laver alors que bah, tu n'es pas encore parti, tu n'as pas commencé. Tu es en train de Tu te dis- t'installer tu te sur dis, le ça va être taureau dur, potentiellement. et tu vas devoir, en gros, tenir la corde avec ta main droite. Et derrière, soit tu pries, tu fais ce que tu veux, mais il va falloir tenir. Et aussi, c'est marrant, c'est que bon, à part pour ceux qui ont vraiment un très bon niveau, tu sais quasiment que tu vas tomber, voire t'éclater. C'est juste que tu ne sais pas exactement comment et dans quelles conditions. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est un truc mentalement de se dire, bon, ok, là je suis dans une machine à laver, la grille elle va s'ouvrir, tu vas devoir tenir en gros les 8 secondes. Et derrière, qu'est-ce que ça va donner au final? Est-ce que je vais être blessé, tu vois? Et pour rendre le truc encore plus fou, c'est déjà être sur un taureau, c'est fou, mais alors se tenir à une seule main. Ouais. Ils auraient pu rendre le truc un peu Ouais, normal et se dire on peut mettre les Ouais. deux mains, on peut. C'était pas si facile. Ouais. Mais c'est vrai que sur le principe, en vrai, j'avais même pas calculé, mais en fait, c'est con, parce que c'est logique. En fait, tu tiens à 8 secondes, mais t'es forcément obligé Ouais. de tomber. Bah Quoi. oui, au bout d'un moment. ouais. Tu vas pas faire une minute sur ton taureau, quoi. Lui, il va pas se fatiguer avant toi, quoi. Ouais, c'est derrière, est-ce qu'il va te piétiner, est-ce qu'il Ouais, va te c'est rentrer dedans? Parce qu'en général, dès que tu Forcément logique, en descends, fait, à un moment donné. c'est un truc. Ouais. Donc la Trop dose bien. d'adrénaline, elle est énorme. Moi, la dose d'adrénaline, franchement, si je dois la jauger un peu, c'est peut-être vraiment 2 ou 3 fois supérieur à un saut en parachute, Ah, selon comme moi. quoi, Ouais, ouais. Vraiment. Parce que t'as déjà fait un saut en parachute, Ouais. du coup, quand même. Et pour moi, c'est vraiment. La première fois, après, forcément, plus tu le fais, plus ça va. Après, ça dépend aussi du taureau, ça dépend aussi de son comportement avant et tout. Mais ouais, non, c'est. Mais par contre, c'est fascinant. L'adrénaline sur l'échelle du taureau, Ouais. sur l'échelle du C'est rodéo. ça. Ouais. C'est ça. Trop bien. Et bon, du coup, États-Unis, après, Ouais. suite de ton tour du monde, puisque tu as Oh, fini par ouais. l'Himalaya une fois de plus, Ouais. mais En gros, du coup, la tour du monde. Donc, je commence du coup mon aventure aux États-Unis. Ensuite, je décide d'aller vivre 5 mois au Mexique. ok. Sur quel coin Je suis arrivé à Mexico City et puis au fur et à mesure, je suis allé vers la côte. Le plus longtemps que j'ai passé, c'était à Tulum. qui est chouette Rien à voir avec, on va dire, ma DA, qui sont les montagnes et les cow-boys. Ouais. Tu n'y es pas du tout à Tulum. Là, c'est plutôt, on va dire, les belles plages paradisiaques. Enfin, pas la même DA du tout. Très, beaucoup très plus. embourgeoisé en plus là sur les Ouais, dernières très, années. très bourgeois bohème et tout. Mais par contre, j'ai adoré. Ça m'a fait un bien fou. Franchement, c'était incroyable. J'ai réussi à rencontrer plein de gens sur place, à aussi découvrir la culture mexicaine. C'est vrai que c'est un pays aussi où les gens peuvent aller en vacances, mais 1 ou 2 semaines, mais en fait, tu découvres rien. Et c'est vraiment en ayant des amis, tu vois, en rencontrant les gens sur place et tout, que vraiment ça te permet de découvrir la culture mexicaine incroyable. Suite à ça, là, c'est le moment où je me dis, est-ce que je retourne aux États-Unis? Est-ce que je retourne en France?
ou est-ce qu'en fait j'en ai pas eu assez? Et après le Mexique, j'en ai pas eu assez. Et en fait, j'avais 2 amis qui allaient aux Philippines. Et là, la veille pour le lendemain, j'ai pris un billet d'avion. Et je suis allé aux Philippines. C'est Incroyable. rien de prévu, pas du tout l'équipement parce que là, encore une fois, j'avais T'arrives des avec, affaires cow-boy, ouais, alpinisme. Ton alpi. Je vais aux Philippines. Je passe par Taïwan, j'arrive le lendemain aux Philippines, je fais la surprise. Qui débarque aux Philippines. N'importe avec quoi. les gros yeux. Avec Mais un avec piolet, vraiment ok. Santiago au pied, enfin il n'y a rien qui allait, tu vois. Et je fais la surprise à mes amis et je passe un mois aux Philippines, incroyable. Plein de petites îles, enfin franchement c'était incroyable. Après culturellement, c'est intéressant parce que c'est un mix de plein de trucs. Tu vois, ça a été colonisé par les Espagnols, en même temps tu as vachement la culture des îles, après aussi toute la culture asiatique de manière générale. Franchement, j'ai bien fait la fête aussi là-bas. C'était cool, c'était franchement, c'était trop bien. J'ai franchement le souvenir de Siargao que j'ai vraiment adoré. C'est une île, en gros, c'est que des gens qui sont, c'est que des jeunes, Ok. des surfeurs, des surfeuses, qui sont torse nu toute la journée et qui sont en scooter. Et en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ouais, t'es plus dans la confort, là, tu kiffes et. Ouais, là, je suis plus Mais du ça tout fait dans du la bien aussi, confort. de temps en Je temps, kiffe. Après, bon, tu vois, tu restes en Asie, tu vois, tu es dans des auberges de jeunesse un peu pourries, machin et tout. Mais franchement, oui, comparé à l'Himalaya, Bien sûr, le ouais. confort, moi, il est. Moi, tu sais, confort, à partir du moment où, entre Oui. guillemets, j'ai à manger et un lit, c'est C'est bon. ça, hein. maintenant ton échelle Ouais, je m'en est fous. différente d'une autre personne. Mais non, par contre, c'était incroyable. Suite à ça, je pars 3-4 mois au Vietnam. Ok. Incroyable. Vietnam, tombé amoureux de la culture. Tout le monde le dit. Hein. Ouais, J'ai l'impression non, que Vietnam. tout le monde qui rentre du Vietnam dit que c'est hyper marquant, Ouais. genre hyper sympa. Comparé à d'autres pays, tu vois, d'Asie du Sud-Est et tout, sans vouloir dénigrer, hein, Bien chaque sûr. pays est beau et machin et tout, mais je trouve que le Vietnam, sa culture, elle est vraiment fascinante. Parce que déjà, en gros, c'est pas que les influences japonaises, chinoises et tout, c'est vraiment le Vietnam en lui-même, avec ses guerres, avec son histoire et tout, c'est fascinant. Non, franchement, j'ai adoré, je m'y suis plus, mais comme jamais, parce que si, bon, nous, on a la chance, du coup, quand on voyage au Vietnam en tant que Français, d'avoir un sacré pouvoir d'achat. Ouais. Ça, c'est aussi une vraie chance. Et puis que des gens qui sont bienveillants, enfin, franchement, j'ai adoré le Vietnam. Sans forcément donner de montant exact, mais pour que les gens puissent se rendre compte, un tour du monde comme tu l'as vécu, sachant que c'est encore différent parce que tu n'étais pas en hôtel et Ouais. compagnie, ça coûte combien à peu près? Je peux pas donner de trucs, mais par contre, si on se focus sur quelques pays, là, au Mexique, en termes de dépenses, j'étais autour de 900 € par mois. Parce que Tulum est très cher, enfin ça Ouais. pourrait être très cher pour Mais le coup. par exemple, tu vois, moi j'étais pendant la saison des pluies. Ouais. Mes logements, je payais 450, 500 €. Franchement, des logements, mais de fou, tu vois. Trop bien. Et enfin, des logements de fou, des appartes avec neuf quasiment, Mhm. avec un jacuzzi sur le balcon. Pour moi, c'est un logement de Bien fou, sûr, tu vois. clairement. Genre, j'avais pas besoin d'une maison de fou et tout. Mais pour 450 €, c'est ouf. Par Nous, rapport à chez on est nous, sur ouais. l'île, 450 Vraiment, €, t'as 900 une chambre de € bonne. Ouais, carrément, ouais. Tu vois. Et non, franchement, ça c'était vraiment pas cher. Et au Vietnam, je crois que je suis descendu à 600 €. Ah ouais, Je vivais à l'hôtel pour 300 € par mois. pas mal. Et après, je dépensais en gros 10 € par jour, quoi. Top. Et c'était resto 3 fois par jour, Ouais, C'est machin. royal, hein. Ouais, tu Vietnam, tu manges ton phobo à 1 €, ton banh mi 1 €, et Ouais, c'est c'est incroyable. Royal. Et franchement, pour voyager pas cher, si quelqu'un là, qui écoute le podcast se dit j'aimerais bien voyager pas cher, Vietnam est direct. Vraiment. Vietnam, C'est intéressant parce que tu vois, il y a quand même beaucoup de personnes qui disent je voyage pas, j'ai pas le budget, Mmh. mais ouais. qui partent en camping à Montpellier Ouais. ou à côté de Non. Saint-Tropez. En vrai, c'est les vacances Ouais. aussi. Les gens, ils pensent souvent all Non. inclusive ou des choses Ouais, comme carrément, ça. c'est ça. Ouais. Et en fait, quand tu mets bout à bout, alors oui, ton billet d'avion il coûte plus cher pour aller au Vietnam. Ouais. Par contre, tu économies tellement sur, Bah oui. sur le prix d'un resto en France, t'en fais 10 là-bas et Mm. du coup, tu peux facilement déjà réduire le budget Exactement, aussi. exactement. Et puis après aussi derrière, après, toute façon, ça c'est un sujet qui est un peu touchy et puis il faut savoir aussi où se placer dans le discours. Mais c'est vrai qu'on entend souvent ça, que le voyage, il faut avoir de l'argent et tout ça. Mais moi je trouve que finalement les voyages les plus enrichissants, c'est ceux où tu dépenses le moins. C'est là où tu te dépasses le plus. C'est là où tu sors vraiment de ta zone de confort. Ou pour avoir les bons plans pour payer pas cher, tu vas pas dans les restaurants touristiques, mais tu vas avec les locaux découvrir les trucs et tout. Et c'est là où en fait tu as de l'expérience. Parce que est-ce que le voyage on le définit comme une destination ou plutôt par l'expérience que tu vas vivre? Moi je pense que par exemple, tu vois, tu peux très bien vivre des voyages de ouf en prenant ta voiture et en allant peut-être en Slovénie ou tu vois, Ouais, carrément. aucune idée, mais je donne un exemple comme ça. C'est parce qu'aussi derrière, les gens, pour eux, le voyage,
ça peut être avoir un bel hôtel, avoir des trucs et tout. Et là, par exemple, là, je peux du coup faire la transition sur un autre pays que j'ai fait, c'est la Corée du Sud. Ok. Je suis allé en Corée du Sud parce que j'étais au Vietnam, j'ai trouvé un billet à 70 €, Mhm. aller-retour. C'est dingue. Donc je suis Autant y allé, aller. tu vois, la Corée, ça paraît ultra cher. Bon là, après, c'est parce que j'étais au Vietnam et que j'ai eu la chance. Mais voilà, et après, moi, à Séoul, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse qui était, bon, pourri de chez pourri, et je payais 9 € par nuit avec petit-déj inclus. Bon, le petit-déj, c'était des toasts, Vraiment, tu te nourris, du quoi. pain, ouais, non, enfin vraiment le pain horrible, tu vois. Bref, mais j'avais mon café, Ouais. j'avais un matelas. Oui, oui, le matelas, il n'est T'avais pas un toit. agréable et tu peux te plaindre. À l'heure actuelle, enfin, je pouvais juste dire, je vis une expérience de dingue, je suis tout seul en Corée, Ça te coûte rien. j'ai mon café le matin, j'ai l'essentiel. Après que tu dormes bien, franchement, en fait, derrière, c'est aussi un détail. Le luxe dans le voyage, finalement, ça reste une sorte de détail. Enfin, selon moi, après, je pense que chacun, après, ça, c'est chacun son truc. Et puis, c'est toujours plaisant, tu vois, de vivre des belles expériences et Bien tout. sûr. Mais moi, j'ai quand même une question qui me vient, c'est parce que on en parle peu là, mais t'as quand même un physique de malade mental aussi. Non, mais c'est vrai, et des perfs qui sont ouf et Merci. tout. Non, mais quand même. Je suis gêné. Non, non, mais on va pas se mentir. Quand t'es en voyage, est-ce que t'as des règles particulières sur la diète ou Ouais, sur la diète, quand même, plus ou moins. Mes macros, alors je suis pas sur les calories, mais les macros, je suis quand même toujours sur mon taux de glucides et de prot. Ok. Après, les lipides, ça va, tu vois. Donc tu restes quand même discipliné pendant Ouais, que je tu reste pars. assez discipliné quand même. Et je m'entraîne tous les jours. Ok. Tu vois, même au ranch, je m'entraînais. Alors, pas à la salle de sport, mais je prenais des élastiques. Tu vois, c'est pareil aussi. Mhm. C'est derrière, on peut facilement se trouver des excuses. Mhm. Mais non, j'arrivais toujours à m'entraîner. Et après, dans tous les autres pays, quasiment, je trouvais des salles de sport. Si jamais j'étais un peu trop loin, je prenais des élastiques. Et puis, tu peux faire vraiment pas mal de choses. Enfin, franchement, pour ceux qui vont me suivre ou quoi sur Instagram et qui vont voir dans la bio, je l'ai. Et en gros, je faisais parfois mon sport un peu partout. Je trouvais un rocher, je faisais mes tractions dessus. Et puis, tu vois, même des élastiques sport et un peu en des. mode Franchement. Covid, Mais ouais, tu peux Ouais, c'est faire ça. du sport. Ouais. Tu prends un arbre, tu prends un élastique, tu peux faire ta séance, tu Moi, vois. quand le Covid est tombé, du coup, qu'on n'avait plus accès aux salles de sport, c'est là que j'ai commencé à acheter des Carrément. élastiques et puis des haltères, 20 Carrément. kilos d'haltères et ça m'a suffi largement. Ouais, carrément. Avec les élastiques, tu peux vite faire une bonne séance. Faut juste réussir à avoir la discipline de se dire bon, c'est un Ouais. voyage, je kiffe, mais il faut quand même garder ce côté hyper Ouais. important parce que nous on revient du Canada là. Bon, Pas de- avant de partir, on s'est dit ouais 100 pompes par jour. Ouais. Ça a duré 2 jours. Hein. Ça a duré 2 Non, jours. mais ouais, après, c'est une question de discipline. Après, c'est la discipline aussi. Ouais, c'est ça. Et après, encore une fois, la boucle est bouclée, mais pour moi aussi, le sport, quel qu'il soit, Te c'est une permet. belle manière aussi de voyager. Et par exemple, tu vois, aux États-Unis, à chaque fois, je fais toutes les salles. Comme quand je voyage, j'essaie de gravir un sommet. Là, je vais aux États-Unis, j'essaie différentes salles de sport. Tu vois, j'ai eu la chance de faire le Metroflex de Arlington, la salle de Ronnie Coleman, pour Trop ceux bien. qui connaissent, un énorme bodybuilder, voilà. J'ai fait le Gold Gym, la salle de Schwarzy. Enfin, c'est trop bien, tu vois, genre. Ouais, et même aussi, c'est une bonne manière de rencontrer des gens, je trouve, la salle de sport. Pour ceux, franchement, même en France, hein, Ouais, c'est vrai que qu'aux tu voyages ou que tu voyages pas. Aux États-Unis, la culture du Ah ouais. culturisme aussi, c'est. Ouais, c'est hyper t'immerges dans présent. la Ah ouais. culture, Ah ouais. c'est intéressant d'aller au moins dans une salle de Ouais. sport. Ouais. Carrément, carrément. Et puis si tu veux rencontrer les locaux et tout, c'est cool, tu vois. Et même pour ceux qui se sentent seuls, un peu parfois, tu vois, dans leur vie et tout, la salle de sport, c'est un contexte social qui est trop bien, Bien sûr. qui est trop bien. Et du coup, je pense que ça aussi, ça me poussait à faire du sport aussi à chaque fois. Je pense qu'il y a une sorte de discipline et puis il y a aussi une sorte de rigueur que j'ai. Je pense que je suis aussi assez dur avec moi-même et que j'ai jamais envie de lâcher, tu vois, sur le sport. Mais ouais, voilà, Pour clôturer du coup ton tour du monde, t'es reparti en Himalaya une dernière fois exactement. pour l'association Les Bleuets de France, si je dis pas Ouais, de bêtises. exactement. Pourquoi être parti pour une asso du coup parce que tu as fait plusieurs sommets là, tu as enchaîné pendant un Ouais. petit moment. Si tu peux juste du coup encore une fois nous raconter et puis Ouais. l'impact physique que ça a eu sur toi parce que je pense que c'était. de l'assaut, parce que du coup, Ouais, tu l'assaut connais pas. également parce que je connaissais pas Ouais. non plus. Du coup, donc là, à ce moment-là, j'étais encore au Mexique, hein, pour vous dire. Je crois Ok. que, en gros, cette expédition, j'ai mis peut-être 7-8 mois à la préparer. Et l'idée, en gros, me vient, enfin, c'est pas vraiment une idée qui vient, c'est plutôt moi qui cherche, encore une fois, comment je vais pouvoir me dépasser, ce que je vais pouvoir faire. Beaucoup aussi de questionnements par rapport à l'alpinisme. Là, j'avais fait du coup 2 fois l'Himalaya, une expédition aux États-Unis.
une expédition en Arctique. Et je me pose la question, ok, bon, j'ai envie de retourner dans l'Himalaya parce que ça me plaît à mort, mais comment je veux y aller? Est-ce que je veux y aller, on va dire, en mode Kaizen, sans jugement, parce que j'ai adoré le film et je trouve le parcours est génial, mais en mode Kaizen, avec encore une fois des Sherpas, des cordes fixes et tout, ou peut-être quelque chose un peu plus proche de moi, de mon échelle aussi, de mon niveau, et me régaler. Et du coup, l'idée, elle était là. Et dans l'idée aussi de faire quelque chose peut-être d'un peu mieux moralement, c'était ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour soit une association, soit pour les gens sur place et tout ça. Donc ouais, un peu de questionnement, parce que c'est vrai que l'alpinisme aussi, c'est un sport qui est quand même assez égoïste, que ce soit sur les prises de risques, que ce soit sur le financier, que ce soit sur le manque de communication qu'on peut avoir et tout ça. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut être un facteur de remise en question. Et du coup, il y a la remise en question. Et là, je me dis, bon, écoute, je vais faire ça pour une asso. La première asso qui me vient en tête, moi, c'est les Bleuets de France. Parce que forcément, par rapport aussi à mon rapport avec l'armée et tout ça, une association qui aide en gros toutes les familles des militaires blessés, tombés au combat et tout ça, forcément, ça me parle. Pas seulement par patriotisme, mais aussi par valeur pour moi. Hein. C'est pas seulement parce que c'est des militaires français, mais c'est parce que c'est des gens quand même qui prennent des risques pour nos libertés et tout. Et je pense que c'était important, tu vois, de parler de l'association. Les associations, en gros, on entend parler pendant le 14 juillet, là, tu vois, des trucs comme ça. On entend très peu parler à côté. Et beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, ça peut être cool aussi d'en parler dans mes réseaux sociaux, d'en parler même en expédition si jamais je croise des gens. Et puis voilà, de porter aussi une image de, voilà, en gros, on peut faire un défi sportif, mais derrière, le faire pour des valeurs qui nous portent. Et moi, franchement, toutes les valeurs que porte l'association, elles me plaisaient. Donc ouais, j'ai pas hésité et j'y suis allé avec eux pour essayer de mettre du coup le drapeau sur les sommets. Trop beau. Donc ouais, pour essayer du coup de parler un peu de l'expé, je me suis dit, bon, j'ai envie de retourner absolument au niveau du camp de base de l'Everest, parce que gros coup de cœur, parce que c'est quand même le point central de l'Himalaya. C'est phare et puis. C'est phare, c'est là aussi où tu vois la vraie vie, on va dire, des peuples Sherpas. Tu vois Namche Bazar, c'est la petite capitale des Sherpas. Enfin, tout ça, ça m'avait énormément marqué, en dehors même, tu vois, de l'alpinisme pur. Et je me suis dit, ouais, là, il faut y aller. Et il faut y aller avec un petit peu plus d'ambition. Donc là, les ambitions, c'était déjà d'être seul. Pas de corde fixe. Ouais. Voilà, de manière, on va dire, vraiment en solo. Donc juste crampon piolet et essayer de trouver en gros des sommets que je peux faire avec ça. Un peu plus tôt dans l'année que la normale, parce qu'on est plutôt normalement sur fin avril, mai. Là, j'ai décidé de partir mi-mars. Donc ouais, en gros, des engagements qui sont différents, des engagements qui sont plus proches en fait de ce qui me ressemble. J'avais pas du tout envie de me mettre dans ce truc de l'himalayisme avec des grosses cordes fixes, des Sherpas, des machins. Déjà par valeur, parce que je trouve qu'une expédition qui se vit seule, c'est toujours plus fort. Aussi par rapport au peuple sur place, quand tu comprends un peu mieux comment ça se passe, tu sais que la majorité ne le font pas vraiment pour le plaisir. Que derrière aussi tout ça, ça rapporte de plus en plus de tourisme et de plus en plus de facilité pour les gens et tout. Et en fait, c'est vraiment pas ce que je voulais. Et donc, ouais, là, les critères, en gros, les critères, c'était seul, pas de corde fixe, pas de Sherpa, des sommets qui me ressemblent et essayer de trouver aussi du plaisir et un peu de paix là-dedans. Y aller peut-être d'une manière un petit peu moins performance, mais d'une manière un petit peu plus spirituelle. Ce qui est compliqué aussi à faire quand on est vraiment accro au sport, parce qu'on veut toujours faire mieux, on est toujours un peu dans cette recherche de dépassement, et on peut vite du coup être pris dans cette idée de performance et de stress, et oublier qu'en fait on est dans des paysages qui sont magnifiques, avec une culture qui est tout aussi incroyable. Donc Et là, voilà. tu dors au camp de base de l'Everest tout le long et tu fais les pics qui sont. En gros, là, en gros, c'était une expé qui a duré quasiment un mois. Ok. Et là, je me suis régalé, je me suis étalé un peu partout dans l'Himalaya autour de l'Everest pour faire du coup 8 ascensions à plus de 5000 mètres en solitaire du coup. Et ça, c'était incroyable. Comment dire?
Tu t'alimentes comment? Tu pars avec des lyophilisés? Comment tu fais, Camp de base, hein, principalement. En fait, déjà, tu as toute la partie trek. Tu as la chance de pouvoir aller dans des lodges Ouais. chez l'habitant et tout machin. Alors, les lodges, il faut voir ce que c'est, hein, mais bref, à la népalaise. Ce qui ne veut pas dire ne pas dormir à -10 et tout. Hein. Au niveau des conditions, ça Bien reste sûr. très difficile, mais voilà. Et après, tu as les camps de base. Les camps de base, c'est limite plus confort que chez l'habitant parfois. Camp de base, derrière, tu peux trouver les tentes, la bouffe, en fait, sur place, tu trouves. Tu manges principalement ce qu'ils appellent le dalbat. Donc, en gros, c'est du riz avec des lentilles. Donc t'as quelqu'un qui est sur place et qui fait Ouais, constamment qui à fait manger. ça, ouais, qui fait c'est ça. dingue. Ouais, ça, tu vois, pour ça, il faut quand même les mettre en avant à fond parce Bien que sûr. même si j'ai pas pris de Sherpa et tout, derrière, c'est un cap. Enfin, Ouais. c'est pas possible en vrai que ce soit. Alors peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais franchement, c'est impossible de gravir 8 sommets de plus de 5000 en autonomie complète pendant un mois avec ta tente et ta bouffe et ton hydratation. Il tu faut vois. se dire qu'en fait, t'as une espèce de camping, Ouais, c'est ça. je sais pas Ouais. combien d'étoiles, mais à X 1000 mètres d'altitude Ouais. qui est là et qui Et qui vit, genre. attend Ouais. les gens. Et Qui vit, ouais. Parce Camp que de base t'arrives- et l'Everest, c'est des milliers de un vrai personnes. Hein. commerce, quoi, en fait. T'arrives là-bas, forcément t'as pas une tente qui est réservée. Genre tu dis je veux une tente. Ouais, en on te gros, file ta tente. de toute façon, chaque étape et tout, tu essaies de t'arranger. Après, voilà, il y a différentes manières de faire. Il y en a qui passent par des grosses organisations et tout. Moi, j'avais aucune organisation, j'avais rien. J'avais que des DM Instagram avec des Sherpas sur place et des connaissances parce que forcément, là c'était ma 3e fois. Donc, bon, tu connais un petit peu plus de monde et puis tu te débrouilles comme ça, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas aussi compliqué, si on veut, que l'image qu'on peut se faire. Ouais. Et je pense que d'une certaine manière, ça fait peur et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers des grosses organisations, des gros trucs, hein, parce que franchement, 90% des gens qui font même le trek du camp de base de l'Everest, c'est des énormes groupes de 10-15 personnes avec des porteurs, des Sherpas, des machins, c'est n'importe quoi. Et ça, par contre, ouais, ça c'est un peu horrible et même moi là, en 4 ans de temps, j'ai vu une énorme différence dans l'Himalaya. Hein. Ouais, ça, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai vu, ouais, même là, de plus en plus de mules, de yaks qui sont utilisés et tout. Ça, c'est vraiment pour moi un truc. Je suis pas du tout dans l'idée que quelqu'un qui part de rien, de toute façon, je pourrais pas être contre, parce que à la base, c'est mon histoire, partir de rien et gravir des sommets. Mais c'est toujours essayer de le faire le plus possible dans le respect, en fait. Ouais. C'est derrière, c'est, tu vois, moi, j'ai jamais eu de porteur de ma vie. L'idée du porteur, te dérange un peu. elle me dérange un peu parce que je me dis. Après, évidemment que parfois c'est très très compliqué, mais je me dis, est-ce que finalement, pourquoi tu fais de la montagne? En Oui. fait, c'est pourquoi tu fais de la montagne. Souvent, la montagne, c'est quand même pour l'idée de dépassement. Et est-ce que finalement, faire quelque chose d'un petit peu moins complexe, peut-être partir un peu moins loin, mais sans porteur, tu n'auras pas plus de satisfaction et plus de dépassement? Moi, je suis vraiment dans cette idée-là de montagne, c'est aussi de dépassement et d'aventure. Donc, je préfère y aller finalement ouais, sans porteur, sans Sherpa maintenant, même si ça est arrivé une fois que j'ai un Sherpa du coup pour le Lobuche. Mais maintenant, je suis dans cette autre vision. Après, forcément, ça prend du temps. Quand tu n'as pas l'expérience, voilà, Je c'est pense plus qu'il y a aussi compliqué. un gros problème de désinformation par rapport à ça, parce que je pense que beaucoup pensent avant de partir que ça participe. En fait, que si tu prends un porteur, c'est une bonne action parce que tu vas Ouais. lui permettre de vivre, etc. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que non, du coup, en étant sur place. Et je pense que en fait, comme c'est encore un endroit qui est vachement opaque, Ouais. c'est documenté pour les réseaux, mais je suppose qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent là-bas sans connaître les réseaux aussi Ouais. et qui font leur petit bout de chemin. Et je pense qu'ils ont aussi vraiment cette impression de se dire je prends un Sherpa, ça va le faire vivre, c'est grâce à moi un petit peu qu'il vit, et c'est pas le cas du coup. C'est un peu ce que le documentaire du coup de Nextag a pointé du doigt malgré lui. Je pense que c'était pas son objectif Ouais. au départ. Mais en fait, du coup, les gens ont pointé du doigt le fait que les Sherpas Ouais. avaient quand même des conditions de vie qui étaient difficiles et qui étaient. Carrément. En fait, ces Ouais. gens-là sont surexploités, quoi. Mais c'est ça en fait ce qui est très compliqué avec, on va dire, le tourisme dans l'Himalaya. Il y a l'aspect entre guillemets social et moral de se dire bah oui, peut-être que tu peux faire bosser des gens sur place qui galéreraient et tout machin. Mais à côté, tu sais que ça a ramené du surtourisme, que les gens parfois ils vont un peu exploiter aussi les Sherpas et machin. Il y a différentes manières de faire les choses et le truc c'est que tout est, comme vous l'avez dit, globalisé en mode ah c'est mauvais. Tu peux en tirer du bien, mais à l'heure actuelle, ouais, c'est compliqué. Après, nous aussi, tu vois, qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle
partir c'est du moment juste- où tu y vas, oui, c'est Ouais, ça. en fait, le mieux, c'est vraiment d'essayer d'aborder la montagne avec respect. C'est-à-dire que derrière, tu n'exploites pas le mec qui t'accompagne. Il faut le voir comme si c'était un guide dans les Alpes, tu vois, un guide de Chamonix. Il faut vraiment le voir de la même manière, c'est avoir le même respect. Le mieux, c'est de le payer de la même manière aussi. Et réfléchir aussi à l'impact écologique que tu vas avoir. Qu'est-ce que tu veux laisser derrière? Est-ce que tu veux des tonnes de déchets, des machins et tout? Ça aussi, c'est terrible, tu vois. Et après, nous, on critique le tourisme là-bas, sauf qu'on a été les premiers à exploiter nos montagnes. Il faut regarder les stations de ski Bien sûr. qu'on a fait et tout machin. Carrément. Et les gars qui vont au ski avec des Porsche Cayenne et des skis neufs tous les ans et tout machin, C'est vrai. ça pollue beaucoup plus qu'une tente qui reste sur l'Everest. C'est sûr. Même si ça crée des images chocs, évidemment, et qu'on n'a pas du tout envie que ces glaciers-là soient pollués, parce que forcément, c'est les plus gros glaciers du monde. Bien sûr. C'est un réservoir pour toute l'Asie, tu vois, en termes d'eau, c'est énorme. On n'a pas envie de les polluer, mais en même temps, nous, on n'est pas non plus hyper bien placés pour parler de pollution. Donc, surtout que nous, entre guillemets, on n'est pas du tout un pays qui dépend du tourisme. La France, franchement, il n'y a pas besoin des Alpes pour vivre. Bien sûr. Le Népal, à l'heure actuelle, sans le tourisme en Himalaya, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est un pays qui est enclavé, ils n'ont pas de train, les routes, il n'y a pas de route parce que de toute façon, ils ont des tremblements de terre régulièrement. L'aviation, c'est la plus dangereuse du monde. Donc c'est compliqué pour les Népalais. Et quand tu discutes avec les gens, tu te rends bien compte que ça les fait vivre. Mais par contre, tu te rends bien compte aussi qu'il y a des abus à fond, tu vois. Donc, Trop bien. Bah écoute, Lucas, un vrai parcours hyper inspirant. Trop bien de t'avoir eu ici. Enfin, je pense qu'on est. On a une tempête de vent qui ça arrive. se lève. Non, mais je pense effectivement que Kevin et moi, on est d'accord pour dire que trop cool que tu sois venu. Merci pour franchement, l'invitation. Franchement, c'est super histoire Carrément. à entendre. Carrément. Je sais que ça part un peu partout. Je Non, pense non, mais que, c'est trop je bien. pense C'est- qu'au c'est ce montage, qu'on ça va voulait être en temps compliqué. pour le coup, tu vois. De cadrer, ouais. Ouais. Dans le timing, en essayant de pas trop survoler parce que c'est tellement intéressant. On pourrait faire 10 épisodes. Ouais, avec je toi, pense qu'en c'est fait, trop on cool. pourrait faire un épisode peut-être sur la ouais, partie c'est sûr. cow-boy, sur la partie C'est armée, sur la partie. Non, ouais. Mais Qu'est-ce l'idée, que, c'est plutôt de se dire sur l'idée du dépassement de soi. Je pense que l'épisode là. Ouais, là, il est costaud, là. Bah, j'espère. Pour, J'espère. pour clôturer, quel serait le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut partir à l'aventure mais qui ne sait pas par où commencer, qui veut se dépasser d'un point de vue sportif, en tout cas quelqu'un qui est perdu, qui a plein d'ambitions, qui a plein de rêves mais qui n'arrive pas à les réaliser. Par quoi commencer Par quoi commencer, ouais. potentiellement. Je dirais que. En vrai, le premier conseil, je sais pas si c'est écoute-toi ou écoute personne. Mais c'est probablement quelque chose comme ça. C'est vraiment si au fond de toi ça boue. Moi, je suis persuadé que l'instinct, c'est notre sixième sens. Et si vraiment ça boue au fond de toi, ça va bien se passer. Écoute ton instinct. Alors, il y en a qui vont être croyants, il y en a qui ne le sont pas et tout ça. Moi, je crois en Dieu, mais je pense vraiment qu'il y a une force derrière qui nous pousse à parfois à partir en action, à être en mouvement. Et si vraiment la personne, elle a ce truc, pas l'idée simplement de « Ah, je vois ça sur Instagram, il y a des belles aventures, j'aimerais bien la vivre », mais si derrière ça boue au fond de soi, il faut y aller. Il ne faut pas forcément écouter les autres. Faut essayer de trouver... Il faut essayer de trouver son leitmotiv, quoi. Il faut essayer de se dire pourquoi je fais ça. C'est ça l'idée. C'est de se... Il faut presque s'auto-persuader peut-être. Ouais. C'est en mode... ouais, je pense qu'il y a juste un moment, il faut franchir le pas. C'est-à-dire que faut se créer son propre courage. C'est en mode ah, j'ai du mal à me lancer. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, même dans mon entourage et tout. J'aimerais bien, mais je parle pas anglais. Tu sais, ou alors qu'ils me prennent un peu comme un exemple. Ouais, mais toi. Mais je pense vraiment que ce que je fais, c'est à la portée de tous ceux qui sont capables de se donner les moyens, tu vois. C'est après, évidemment, tu vois, ça demande de l'expérience, il faut s'entraîner, tu passes par des échecs, par des trucs. Mais il y a un moment, voilà, c'est juste s'écouter, il faut y aller à fond, il faut se créer son propre courage. Et puis la vie, elle est trop courte, tu vois, pour avoir des regrets. Et c'est pas si difficile. Moi, en fait, c'est ça, je me dis, on a la chance aussi de vivre dans une époque où le voyage, c'est devenu différent. Ouais. Tu vois, t'as Google Maps, il y en a même maintenant qui utilisent ChatGPT. Pour réserver les hôtels, tu es sur Booking, pour machin. Le voyage, quel qu'il soit, que ce soit des expéditions, des trucs et tout, ça a changé. Ça a changé, tu as les balises GPS, on a les technologies, on peut communiquer aussi avec nos proches à l'autre bout du monde. Le voyage est différent. Et il ne faut pas se faire des montagnes de tout. Je pense qu'aussi, nous, on est dans une génération un peu de gens qui peuvent s'angoisser de tout, sur l'avenir et tout. Il y a un moment, un peu comme en montagne, souffle, prends le temps de respirer,
Pose-toi les bonnes questions. Si derrière tu sens qu'au fond de toi ça bout, prends ton courage à deux mains et vas-y, la vie elle est pas si difficile que ça, faut pas se noyer dans un verre d'eau. Il va t'arriver des galères, mais c'est pas des galères qui vont te coûter la vie normalement. Et c'est tout, il faut y aller quoi. Il faut y aller, franchement. Après, il faut toujours être raisonnable dans sa prise de risque, même si on peut être poussé à en prendre de plus en plus. Bien sûr. Mais voilà. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. On espère sincèrement qu'il vous a plu et que le parcours de Lucas vous aura donné envie de partir à l'aventure et de sortir de votre zone de confort. Si jamais vous souhaitez suivre ses prochaines expéditions ou découvrir son univers, vous retrouverez tous les liens vers ses réseaux sociaux directement dans la description. Nous, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de partir à l'aventure.